J'ai un déclic à 8 ans en regardant ce film en me disant mais c'est incroyable, mais je veux faire ça. Puis le soir, on tournait au château de Chantilly avec des cascadeurs qui sautaient depuis les douves, des hélicoptères qui faisaient des tours de château. En fait, on se dit vraiment, il y a que parce que je fais du cinéma que je peux voir ça. N'importe qui peut rentrer en régie sur un tournage, c'est le meilleur moyen de rentrer dans le bain. Mais c'est aussi le boulot le plus difficile, je trouve, parce que t'es vraiment pas considéré et tu fais des choses vraiment pas cool des fois. Jusqu'à tout début juillet, j'avais 2000 abonnés. On est mi-septembre, j'en ai 10 000. Et ces 3 vidéos, elles ont pété en même temps. Et je ne sais pas pourquoi. Je me pose vraiment cette question de à quel point on a du poids dans la décision, surtout de la jeunesse, à aller au cinéma. Quand tu fais des métiers comme ça, il peut se passer tellement de choses dans la vie qui peuvent totalement changer. En négatif, mais en positif aussi, en fait. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette longue vidéo, pour une fois. D'habitude, on est sur TikTok, Instagram, et aujourd'hui, je suis accompagné d'une créatrice de contenu emblématique du cinéma sur Internet, et qui en plus a plusieurs casquettes, donc ça va être super intéressant de pouvoir parler de tout ça, et je suis très content que ce soit le premier podcast cinéma sur cette chaîne. Et donc je suis ravi. Clélia, on va commencer simple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie? Ouais, ok. Quelles sont tes casquettes? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais en même temps, je trouve ça trop cool de ne jamais pouvoir vraiment définir de manière fermée, genre qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis ça ou je fais ça. Non, il y a tellement de trucs, c'est trop cool. Alors, je suis 3e assistante mise en scène sur les plateaux de tournage. Je fais aussi de la réalisation, donc pour l'instant de court-métrage et dans la vie, j'aimerais que ce soit du long-métrage et que je puisse être même rémunérée pour ça. Ce serait le Graal suprême de ma vie. Je fais aussi de la création de contenu autour du cinéma, aussi autour de la littérature. Ça, c'est vraiment pour les activités professionnelles. Déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Parce qu'il y a encore d'autres trucs qu'on ne sait pas à côté ou... Non, mais tu vois, par exemple, la création de contenu, on associe ça beaucoup au terme un peu d'influenceur. Et en fait, depuis quelques temps, mon contenu et les opportunités qu'on me propose se rapprochent de plus en plus du journalisme, en fait, d'un truc beaucoup plus sérieux où je suis mêlée à la presse. Et là, je me dis, wow, c'est encore une autre casquette, en fait, parce que tu peux être, du coup, dans la création de contenu, faire une partie influence et faire vraiment une partie presse. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Tu fais pas mal d'interviews, d'équipes, de réalisateurs, de comédiens et tout ça, ça a pas mal changé. En combien de temps, en fait, ça a changé tout ça? En fait, ma vie, elle a changé vraiment drastiquement, il n'y a même pas 1 an. En fait, les réseaux sociaux, j'ai commencé il y a 3 ans. Pendant 2 ans, c'était vraiment de l'amusement. Ça arrivait des fois d'avoir 1 ou 2 partenariats, mais c'était vraiment juste pour rigoler, c'était de l'argent de poche. Et puis, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était à peu près au mois d'octobre de l'année dernière, où j'ai commencé à recevoir beaucoup d'invitations, de choses. Et après, ça a fait un effet boule de neige jusqu'à aujourd'hui, ce qui a complètement transformé mon quotidien en l'espace d'1 an. Et c'est fou. Et je sais même pas pourquoi. En fait, je sais pas ce qui a commencé ça. Même les interviews. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'interviews. Je ne sais pas à quel moment les gens se sont dit « si on lui proposait de faire des interviews ?» alors que j'en avais jamais fait. Et mes premières interviews, c'était quand même des personnes connues du milieu. Et je me suis dit... Bon, je suis sérieuse, mais dans ma tête, je me suis dit, les gars, ils ont pas peur, quoi. Ils me mettent devant des grands noms du cinéma alors qu'ils ont jamais vu mon travail en interview. Et avant qu'on te le propose, est-ce que tu avais déjà pensé à ce genre de choses? Pensé à interviewer des réalisateurs, des comédiens, comédiennes? Bah, je sais pas si j'y avais pensé parce que moi, j'ai pas ce truc un peu de starification. Il y a des gens, ils adorent voir des stars, ils adorent voir des gens connus. Moi, ça me fait un peu rien et tant mieux parce que du coup, sur les plateaux de tournage, on est souvent amené à travailler avec des gens connus. Donc, heureusement qu'il n'y a pas ce truc de fan. Mais du coup, c'est pas forcément quelque chose où je m'étais dit, ouais, ça m'intéresserait de le faire. Et ça a commencé. Mes premières interviews, j'étais méga stressée parce que je me suis dit, mais mes questions, elles sont nulles. Après, je me cache toujours un peu, même aujourd'hui, alors ça me fait plus peur de faire des interviews, mais je me cache un peu derrière le prisme. Oui, bonjour, pour vous expliquer mon média, je suis sur les réseaux sociaux, donc on est sur un public assez jeune, donc je vais vous poser des questions assez simples. Ça, je leur dis directement. Et moi, ça me dédouane un peu en me disant, bon, bah, même s'ils trouvent mes questions un peu nulles, après, il faut que ça corresponde aussi à mon audience, donc on va pas partir dans des longues discussions autour de termes très techniques du cinéma, quoi. Et puis ça permet aussi de changer un petit peu des questions habituelles qu'ils peuvent avoir. C'est pas non plus inintéressant, surtout que c'est un média qui parle beaucoup à beaucoup de gens et même à des gens qui n'ont rien à voir avec le film, qui n'ont jamais entendu parler du film, donc c'est toujours très intéressant. Donc je fais quand même pas mal de trucs un peu partout. Et alors moi, ce qui m'intéresse principalement pour ce podcast, bien sûr, c'est la création de contenu. Et comment on lie la création de contenu à tout ça? Comment est-ce qu'on continue à faire
des tournages. J'ai vu, j'étais vraiment très étonné. Tu avais fait un tournage. Alors, tu nous en parleras plus en détail, mais je savais que tu étais sur le tournage et que tu travaillais. Donc, tu nous parleras de ton métier d'ailleurs. Je ne crois pas que tu l'as encore dit, mais je savais que c'était beaucoup de travail et je te voyais faire du contenu, faire des stories, faire des réels dans tous les sens. Et je me dis, mais comment elle fait? Ça, je suis vraiment, vraiment très, très étonné par rapport à ça. Je voudrais qu'on commence par le début, finalement. Ouais. C'est quoi, à quel moment tu t'es dit, tiens, là, je vais faire une publication sur TikTok ou Instagram? Tu as commencé sur TikTok ou Instagram? J'ai commencé sur TikTok. Instagram, c'est assez récent. Enfin, Instagram, ça fait 1 an que je l'ai, alors que TikTok, ça fait 3 ans. Donc Instagram est vraiment arrivé longtemps après. Et arrivé parce qu'il y a plein de gens qui me disaient « Ouais, j'ai pas TikTok ». Bon, bah d'accord. Et au bout d'un moment, que ça fait 20 fois qu'on te le dit, tu réfléchis, tu te dis « Peut-être que je pourrais faire aussi un Instagram ». Et au final, oui, j'ai bien fait. Surtout que les deux, c'est à peu près le même travail, le même temps de travail. Ouais. Mais du coup, donc sur TikTok, il y a 3 ans. Et pourquoi il y a 3 ans, d'un coup, tu as lancé une vidéo? Qu'est-ce qui a fait? En plus, l'histoire, elle est drôle parce que j'étais vraiment anti-TikTok. Genre, je me disais vraiment, je comprends pas l'intérêt de ce réseau social. J'y avais jamais mis les pieds non plus. J'avais jamais consommé, je l'avais pas sur mon téléphone. Mais je me disais vraiment, je ne comprends pas le principe. Et je pars en vacances 1 semaine avec ma meilleure pote. Elle avait installé TikTok, elle avait même fait une vidéo qui avait un peu marché, quoi. Et elle avait atteint 1000 abonnés. Et à ce moment-là, je sais pas si c'est encore le cas, mais quand tu atteins les 1000 abonnés, tu peux faire des lives sur TikTok. Et donc, elle m'en parle, elle faisait des petits TikTok pendant qu'on était en vacances. Et moi, vraiment, j'étais réticente. Elle me disait, non, mais j'ai 1 semaine pour te convaincre qu'en vrai, c'est chouette et tout. Et elle me dit, si tu veux, on va faire un live. Donc, on était sur la plage, c'était lunaire. On était sur la plage. Elle me dit, viens, on lance un live. Mais meuf, on va dire quoi? Ok, vas-y, on fait. Donc, au début, c'était très insignifiant. Et puis, je sais pas pourquoi, on a commencé à parler cinéma. Parce que ma pote aussi est un peu de ce milieu-là. Donc on commence à parler cinéma, les gens sont assez réceptifs sur le live et ça finit par faire un peu un truc ping-pong. On arrête le live et ma pote me dit « Mais t'es super à l'aise à parler de ça, en vrai ça pourrait être un concept et tout. » Moi je continue à lui dire « Non, ton appli c'est de la merde, j'en veux pas. » Et je rentre chez moi et je pense qu'1 semaine plus tard, j'étais sur mon canapé en train de regarder Grey's Anatomy, c'est vraiment très précis comme souvenir. Et là je me dis « Et pourquoi pas ?» Donc j'installe TikTok et dans la foulée je fais 3 vidéos que je monte, que je poste. En fait, j'en ai fait une et ça m'a fait trop kiffer. Alors du coup, j'en ai fait une autre et j'en ai fait une 3e. Et après, pendant plusieurs jours, j'ai continué à en faire. Et puis, ça a marché. Ça a marché assez vite. Je me rappelle que le début, j'ai atteint les 1000 abonnés en 1 mois. Et j'étais trop contente d'avoir ça. Et la première année sur TikTok, j'avais 22 000 à peu près. Mais ça restait encore du loisir. Vraiment. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je faisais surtout des anecdotes de films parce que c'était ultra facile à trouver, ultra facile à monter, ultra facile à tourner, enfin vraiment. Et le public était là parce que tout le monde aime les anecdotes de films. Sauf qu'à un moment, t'as fait tous les films. Enfin, ou alors, vraiment, tous ceux qui peuvent intéresser les gens. Et là, je me suis dit, bon, va falloir se renouveler maintenant. Et j'ai commencé à faire des critiques de films qui sortaient au cinéma parce que ça, c'est une source inépuisable. Les films, il en sort tous les mercredis. Donc, c'était cool. Et après, j'ai aussi commencé à faire de la littérature avec ce compte. J'ai commencé à me dire, tiens, et si je montrais aussi ce qui se passait sur les tournages, vu que c'est aussi un peu mon quotidien, et que c'est un milieu fermé, en fait, les gens n'ont pas accès au plateau de tournage, donc pourquoi pas essayer ça? Et voilà où on en est aujourd'hui. C'est ouf tout ce parcours en ce temps-là. En fait, on a l'impression que c'est allé tellement vite et au final, quand même, c'est 3 ans de travail. La base, tu le dis toi-même, c'est la passion quelque part. Tu as eu envie de faire ce truc-là, tu en as fait 3 d'un coup et on y va gaiement. Et aujourd'hui, est-ce que c'est la même passion qui t'anime? Ou est-ce que parfois tu peux faire ça un petit peu pour te dire, là, je peux pas arrêter, si j'arrête, c'est mort. Est-ce que parfois ça t'arrive, ce genre de choses-là? Je pense que des fois, ça m'arrive parce que... Comment dire? J'adore faire des vidéos sur les réseaux sociaux parce que j'adore transmettre. Et pour moi, les critiques, entre guillemets, que je fais, c'est vraiment de la transmission, de ce que j'ai ressenti vis-à-vis d'un film, de ce que j'ai envie de partager, et aussi l'envie de dire aux gens, allez au cinéma, vraiment, il y a des choses incroyables que vous pouvez voir et que vous seriez sûrement pas allé voir si personne vous en avait parlé. Donc, j'aime ce côté transmission. Mais je fais quand même 1 vidéo par jour. Et il y a des jours où c'est plus compliqué de faire 1 vidéo par jour, déjà parce qu'on a une vie tout de même, et que c'est de l'organisation. Par exemple, c'est tout bête. Aujourd'hui, j'ai posté une vidéo, mais je l'ai faite hier et je l'ai programmée parce qu'aujourd'hui, je savais que j'aurais pas le temps. Donc ça demande
une organisation et une charge mentale qui est quand même extrêmement lourde. Donc, il y a toujours ce truc de j'aime parler de tous les films que je vois, mais il y a des films, vraiment, je sors des projections, j'ai rien à dire. Et je me dis, il faut que j'en parle, parce qu'en plus, maintenant, quasiment tous les films que je vois, c'est via des invitations. Donc, il y a aussi ce truc de dire, c'est le deal, tu m'invites, je vais parler du film. Mais des fois, il n'y a rien à dire sur le film, et c'est dur. Voilà, en fait, ça dépend. Il y a des films où ça coule de source et c'est trop bien d'en parler, et d'autres où c'est plus dur, donc ça dépend des périodes. Donc parfois tu fais des vidéos, tu parles de certaines choses auxquelles peut-être tu parles juste pour faire la vidéo du jour, mais t'as pas l'énergie, t'as pas la passion, t'as pas le truc qui t'anime. Ouais, ça arrive. Ça peut arriver. Ça arrive. C'est pas ce qui arrive le plus, heureusement, mais ça arrive que ce soit. Ou alors des films très compliqués ou que j'ai aimés, dont j'ai. Enfin, typiquement, la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui, c'était un exemple parfait, parce que c'est sur un film qui s'appelle Les graines du figuier sauvage. C'est un film qui dure 2h45, qui est important, mais qui est tellement lourd à digérer. En fait, il se passe tellement de choses, et que essayer de prendre les points importants pour une vidéo qui doit faire 1 minute 30, c'est hyper compliqué. Et donc, des fois, des films qui sont aussi denses, c'est aussi difficile, quoi. Et justement, en parlant de ça, est-ce que pour toi... tu te limites parfois sur Instagram, TikTok, parce qu'à l'inverse de créateurs de YouTube, bien sûr, on pense tout de suite à Durandal ou ce genre de personnes qui peuvent se permettre des longs vlogs de 20-30 minutes pour expliquer bien dans les détails. Est-ce que toi, c'est vraiment à chaque fois un choix profond que de vouloir faire des vidéos courtes d'1 minute 30 qui parlent à beaucoup de monde, ou parfois tu te dis là, j'aimerais bien faire un truc un peu plus long, j'aimerais bien que ça dure, et tu t'en empêches? Est-ce que ça peut arriver parfois? Non, parce que je me suis posé la question de YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte que si je me mettais à faire YouTube, j'allais mourir. Parce que les vidéos sont beaucoup plus longues. Donc, qui dit plus long, dit plus de temps. Sauf que moi, j'ai un rythme et j'aime garder ce rythme, vraiment. Et en fait, je n'arriverais pas à tenir si je me mettais aussi à faire des vidéos sur YouTube. Et moi, le concept d'1 minute 30, allez, 2 minutes des fois, quand on est des fous, ça me dérange pas. J'aime bien essayer de condenser, de résumer, parce que si parler d'un film de plus longtemps, c'est risque de spoiler, et moi, c'est pas non plus mon but. Donc, c'est comment donner envie aux gens rapidement. C'est comme une bande-annonce, en fait. C'est pareil, sauf que c'est quelqu'un qui te dit ce qu'il a pensé du film plutôt en 1 minute 30. Mais du coup, faire un format plus long, je me console en faisant d'autres choses, en faisant des podcasts, ou en étant invité sur des live streams exprès, où là, vraiment, on peut parler, on peut développer autour des films. Mais après, pour mon contenu, non, du coup, pas trop. T'as choisi ce truc-là et ça te plaît, t'as pas trop envie d'en bouger. Et c'est un gain de temps aussi. Une vidéo par jour, c'est bosser 2 heures dessus, on va dire. Et c'est que 2 heures dans la journée, c'est pas 5 ou 6 heures. Donc, ça va. Parce que voilà, là, c'est toi qui fais tout à 100%. Tu écris avant? Ouais. Comment ça fonctionne, toi, pour préparer une vidéo? Comment tu fais? Je vois le film, déjà c'est pas mal. Je vois le film. Après, soit j'écris le lendemain du film, si la vidéo sort dans longtemps, soit si elle sort dans la semaine, j'écris pas tout de suite. Et sinon, c'est le jour même. J'écris, je tourne, je monte et j'envoie. Et tu montes sur ton téléphone? Non. Alors, j'ai longtemps monté sur mon téléphone, tellement longtemps. Et puis à un moment, j'ai découvert CapCut, ça m'a changé la vie sur mon ordinateur. Et maintenant, je monte que sur ça et jamais de la vie, je retournerai sur mon téléphone. Je comprends à 100%. Ah oui. Mais déjà, CapCut sur le PC, c'est quelque chose. J'ai essayé, c'est quand même un monde. Ouais, mais en fait, c'est assez intuitif, mais il faut prendre le temps de... Après, quand tu fais un peu tout le temps les mêmes choses, tu vois, tu sais où sont les effets, tu sais où sont les trucs, donc ça va beaucoup plus vite. Mais il faut se mettre dedans. Donc c'est quand même assez... moi, je trouve ça assez impressionnant parce que tu as, en plus donc d'être réalisatrice même de court-métrage, d'être assistante réalisatrice, tu fais des fois assistante réalisatrice ou deuxième ou troisième? Pour l'instant, je suis que 3e dans ce qui est rémunéré, sur des vrais projets. Après, ça m'est arrivé de faire première sur des choses bénévoles. Mais en fait, dans l'assistanat mise en scène, donc tu as 1er, 2e, 3e, c'est 3 métiers ultra différents. Ouais. C'est la même team, mais on fait absolument pas les mêmes choses. Donc, est-ce que ça me plairait première? Je suis pas sûre, parce que ça m'empêcherait totalement, j'estime que ça m'empêcherait totalement de faire de la réalisation. Et puis, t'as pas de vie quand t'es premier assistant. Et second, ça me plairait un peu, et en même temps, le problème, c'est que 3e, c'est le seul métier où je peux aussi faire de la création de contenu à côté. Parce que second et premier, quand t'es sur un projet, t'as pas de vie, t'as pas de week-end, hein.
Donc, c'est un peu compliqué. Mais donc, c'est pour ça aussi que je reste troisième. Pour l'instant, ça me va. Alors, bon, je comptais pas faire dans cet ordre-là, mais on est parti là-dessus et c'est un sujet tellement intéressant et qui est fascinant. Nous deux, on connaît tous ces métiers-là, mais la plupart des gens qui nous regardent, pas du tout. Donc là, tu as parlé de troisième as, deuxième as, première. Personne n'a compris. Donc, il va falloir détailler un tout petit peu quelles sont les différences entre ces métiers-là, qui sont évidemment très différents et tous trois extrêmement passionnants. Ouais. Donc, vas-y, je t'en prie. Oh yeah. En fait, une équipe mise en scène, en général, c'est 3 personnes, contrairement à d'autres équipes sur les plateaux qui peuvent être beaucoup plus fournies en termes de personnes. Nous, on est 3. Des fois, peut y avoir un stagiaire et des fois, peut y avoir 2 troisièmes. Ou vraiment, pour les gros projets, peut y avoir 2 troisièmes, voire 3 troisièmes et 2 seconds. Ça arrive. Mais on est vraiment sur des configurations extrêmes. En général, on est 3. Et donc, le troisième, c'est le métier que je fais, va beaucoup s'occuper des comédiens en loge, s'occuper de leur préparation. Souvent, le matin, il y a l'équipe technique qui prépare le plateau et tu as les comédiens et le HMC qui sont en train de se préparer. Donc, le troisième, il est avec eux pour qu'en 1 heure, tout le monde soit préparé. C'est un peu militaire, c'est tac, toi, tu vas là, tu vas là, tu vas là. C'est un peu le chef d'orchestre des loges. Après, sur le plateau, il s'occupe toujours des comédiens parce que si les comédiens ont une demande, en général, c'est vers moi qu'ils vont venir. Et après, je vais trouver un moyen de satisfaire leur demande. C'est aussi un poste où on va relayer beaucoup ce que dit le premier assistant. Souvent, le premier assistant est très proche du réalisateur ou de la caméra. Et donc, on a des talkies, on travaille avec des talkies pour pouvoir se parler, peu importe la distance. Donc, c'est relayer les infos qu'on entend. Typiquement, le silence, le moteur, le coupé. Voilà, il faut que tout le monde puisse entendre. Donc, je crie beaucoup dans ma journée pour qu'il y ait du silence et que tout se passe bien. Je pense que ça, c'est vraiment le gros truc de mon métier. Après, on a un côté administratif qui est très moindre par rapport aux 2 autres postes. Mais on s'occupe d'un document qui s'appelle le jour à jour, qui est un peu le truc. En fait, un jour à jour, c'est un document qui est donné tous les jours aux comédiens en général et à certaines personnes de l'équipe technique qui regroupent dans l'ordre dans lequel on va tourner toutes les séquences. On prend le scénario, on dit aujourd'hui on a 3 séquences, telle, tu prends le scénario, tu les mets ensemble, t'imprimes et tu leur donnes ça. Les comédiens, ça leur permet de réviser leur texte aux loges, par exemple, bien savoir ce qu'on va faire. Et l'équipe, par exemple, le preneur de son, il en a besoin pour savoir il doit percher quel personnage qui va dire telle phrase. Donc ça, c'est un document, on est vraiment responsable de ça. Et si on l'oublie, c'est un peu chiant. Ou si on fait des erreurs, parce que, enfin, je vous en parlerai après, le plan de travail, qui est un autre dossier. Un tournage, c'est jamais... on l'imagine d'une manière, ça se passera jamais exactement comme ça. Donc, il faut être capable de s'adapter un peu en permanence et à changer les choses à la dernière minute. Donc ça, on va dire que c'est le gros de mon travail. J'envoie beaucoup de mails aussi pour les disponibilités des comédiens, tout ça. Mais ça reste des métiers où en fait on fait plein de petites tâches. Donc des fois c'est un peu dur de vraiment se remémorer tout ce qu'on fait parce que la journée, elle est différente à chaque fois. Après, il y a second. Second, c'est vraiment un peu du travail du troisième et un peu du travail du premier. Il va faire beaucoup de prépa avant le tournage. Il va beaucoup s'occuper des disponibilités comédiens, d'échanger avec les agents, d'échanger aussi pas mal avec la prod. C'est vraiment le bras droit hyper important du premier. Le second va faire pas mal de bureaux aussi, souvent pendant le tournage, parce qu'il s'occupe d'un document ultra important et qui revient tous les jours. C'est la feuille de service. Quand on travaille sur un tournage, tous les jours, à la fin du tournage, vraiment on dit couper, et normalement c'est fin de journée et c'est censé être envoyé, un document qui s'appelle la feuille de service et il y a toutes les informations pour la journée du lendemain. De quelle heure à quelle heure on tourne, qu'est-ce qu'on tourne, où on tourne, à quelle heure on mange, très important, quelle heure on est censé terminer, la météo, le soleil, tous les accessoires, toutes les spécificités pour les métiers techniques ou pour les métiers, par exemple habillage, maquillage, coiffure, les convocations des comédiens, qui emmène qui où, enfin vraiment c'est un document. Quand tu sais le lire, c'est hyper simple, mais c'est un truc où il faut pas faire d'erreurs parce que ça peut complètement en pâtir sur la journée si tu fais des erreurs sur ces documents et c'est à faire tous les jours. Donc le second, il fait beaucoup ça. Et le second, il s'occupe aussi de la figuration et de placer la figuration. Quand il y a beaucoup de figuration, il y a un chargé de figuration qui est là et qui s'occupe aussi de recruter les figurants. Mais la plupart du temps, quand c'est une dizaine de personnes, le chargé de figu envoie le trombinoscope au second qui va s'occuper de les accueillir, de les briefer et de les placer et de leur faire aussi des allers-retours sur le tournage. Donc en gros, c'est ça. Et après, il y a le premier. Le premier, il s'occupe de the document hyper important du tournage, c'est le plan de travail. C'est un espèce d'énorme tableau Excel avec tout ce qui va se passer. Vraiment tout ce qui va se passer. Les jours où on va tourner,
les heures où on va tourner, les lieux où on va tourner, avec quel comédien, où, quand, comment, qui. Et c'est un document qui est absolument essentiel pour tout le monde. Donc pareil, il ne faut pas faire de conneries. Il va aussi participer, mais le second aussi, mais au repérage technique. Donc il va aller avec le réal en repérage pour voir où est-ce qu'on va tourner. Et après, sur le plateau, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est lui qui dit le moteur, combien de temps les choses vont être faites, c'est lui qui annonce la coupure déjeuner, c'est lui qui annonce la reprise, c'est lui qui annonce la fin de journée. Et il est tout le temps collé au réal ou à la caméra. Et souvent, quand il est collé à la caméra, parce que peut arriver que la caméra soit à un endroit et le réal soit beaucoup plus loin, il y a souvent un autre assistant mise en scène qui est à côté du réal pour transmettre les informations. Voilà un peu pour ces métiers. Et donc, le dernier tournage que tu as fait, c'était pour France Télévisions, je dis pas de bêtises, c'est ça? Et est-ce que tu as déjà fait les tournages cinéma en troisième assistant réa ou d'autres rôles peut-être? Alors, j'ai fait différents rôles parce que je savais pas trop où je voulais aller dans le cinéma. Enfin, je vais faire de la réalisation, mais on peut pas tout de suite en vivre, on peut pas tout de suite, voilà. Donc, faut trouver un autre job. Et je savais pas lequel je voulais faire. J'ai commencé en bossant en assistante d'administration de production sur le film Boîte Noire. Ça a été mon tout premier film. C'était très cool comme expérience, mais j'étais très vite frustrée de pas souvent être sur le plateau, en fait. Je savais pas trop ce que c'était l'administration. J'ai vraiment appris sur ce tournage. Et je me suis rendu compte qu'on n'allait pas beaucoup sur le plateau. Donc, ça me plaisait pas. Donc, j'ai changé. J'ai décidé de rentrer en régie parce que c'est le plus facile. Enfin, vraiment, n'importe qui peut rentrer en régie sur un tournage. C'est le meilleur moyen de rentrer dans le bain. Mais c'est aussi le boulot le plus difficile, je trouve, parce que t'es vraiment pas considéré et tu fais des choses vraiment pas cool des fois. Et ça, j'en ai fait 2 ans. Donc, j'ai fait pas mal de projets en régie. J'ai fait pas mal de projets américains aussi. J'ai découvert les tournages américains, vraiment ma passion. J'adore. Ils sont trop cool, ceux qui viennent en France en tout cas, et ils ont plein de thunes. Dans quel film américain? The Gray Man, qui était sur Netflix avec Ryan Gosling. Quand j'ai appris qu'il y avait Ryan Gosling, j'ai pété mon slip. J'étais waouh, ok, trop bien. Et c'est le plus gros tournage que j'ai fait de ma vie. D'ailleurs, on était 600 techniciens. C'était genre colossal. J'ai aussi fait un peu de Murder Mystery 2. J'ai fait un peu de la série Atlanta, la 3e saison qui s'est tournée une partie à Paris. J'ai aussi découvert la publicité et là vraiment, j'ai pas du tout aimé bosser en publicité. J'ai fait pas mal de pubs je sais même pas si je peux dire des pubs de luxe, mais bon, on est sur des gens qui se posent des questions pendant 45 minutes sur la couleur de 2 rouges à lèvres qui sont exactement les mêmes. Et ces gens-là aussi n'ont pas appris à dire ni bonjour, ni s'il vous plaît, ni merci. Donc c'est un peu compliqué de travailler en pub, j'estime que c'est pas mon domaine de prédilection, quoi. Après, j'ai aussi fait... j'allais dire récemment, mais ça commence à remonter. C'est juste qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Mais la série d'Argent et de sang, j'ai fait en entier. Tournage très difficile parce que très très long. 8 mois de tournage, c'est énorme. Et après, je me suis un peu calmée. J'ai décidé d'aller faire des trucs plus simples chez France Télévisions en mise en scène, ce qui me va très bien. Donc maintenant, je bosse pas mal pour eux. Après, c'est en fonction de qui t'appelle en fait. Et d'Argent et de sang, donc tu occupais quel rôle? J'étais à la régie sur d'Argent et de sang. Et même dans la régie, j'ai changé de poste parce que dans la régie, il y a différents postes. Et j'ai fait régie où j'étais... Enfin, on appelle ça des runners. Donc, on fait beaucoup de voitures, beaucoup de courses, beaucoup de trucs comme ça. Et à un moment, je suis passée à la régie plateau. Donc là, j'étais au plateau quasiment tout le temps. Donc ça, c'était plus cool, je préférais. Mais en fait, le tournage était tellement long, les équipes ont tellement tourné qu'on s'est retrouvés à faire différents rôles. Tu avais fait donc un petit coup de gueule sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'on demandait pour les longues distances à parcourir, souvent à la fin de tournage quand on est fatigué. Tu peux nous en dire plus, peut-être de choses qui t'est arrivé à toi, d'anecdotes comme ça, où tu as pu peut-être te sentir en danger sur certains projets? Ouais, en fait, des fois, ce qui est un peu compliqué sur les tournages, c'est qu'il y a l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et souvent, on travaille avec des gens qui ont été vraiment éduqués à la dure et qui ont envie de reproduire ça sur toi. Or, moi, j'ai pas du tout envie de mourir pour un travail, c'est hors de question. Mais il faut avoir ce déclic parce qu'au début, quand tu commences, tu dis oui à tout. Et au final, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont pas normales. Et moi, ça me pose souvent problème en ce qui concerne la voiture, en effet, parce que c'est dangereux, la voiture. Je veux dire, les tournages, on commence très tôt, on finit très tard. Sur la durée, on peut être fatigué. Et il m'est arrivé pas mal de fois de me dire ce que je fais, c'est dangereux. Et je pense que le premier déclic que j'ai eu, c'était sur un tournage de pub. On a tourné 3 jours à Saint-Malo et on a fait, ils voulaient des levées de soleil et des couchers de soleil au mois de mai. Donc, comment te dire? On dormait 3 heures et on roulait pas mal. Et en fait, à un moment, on était en train de décharger le camion. Et là, on apprend que alors ça, c'est assez connu, mais que sur le tournage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je sais plus combien, il y a des machinistes dans une voiture qui se sont pris une autre voiture et qui sont morts.
C'était pas pendant le tournage, c'était sûrement en rentrant. Mais en attendant, il y a un accident qui tue des techniciens. Et je me souviens qu'en ayant appris ça, ça m'a un peu retournée en me disant c'est vrai que c'est pas normal en fait. Et on a commencé à en discuter entre équipes et il y avait une autre fille qui me racontait qu'elle connaissait un jeune régisseur de 18 ans qui s'était tué aussi en voiture. Il y a des gens voilà, qui ont des accidents, même s'ils meurent pas, qui ont des accidents de voiture. Et pendant ce même tournage de pub, je me rappelle d'une copine qui s'occupait de conduire le camion. Et donc, on allait assez loin et elle n'arrive pas. Donc, on se dit, tiens, ok, c'est bizarre, mais il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles elle n'arrive pas. Puis, à un moment, la voit arriver, donc je vais vers elle pour l'aider à décharger. Et là, je la vois en pleurs et je ne comprends pas. Du coup, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et elle me dit, je suis tellement fatiguée que j'ai failli m'envoyer 3 fois dans le décor. Mais j'ai notre chef qui arrête pas de m'appeler en me disant « T'es où? Qu'est-ce que tu fais? On t'attend, tout le monde t'attend. » Et en fait, c'est vraiment le moment où je me suis dit « Il faut vraiment arrêter de déconner avec la voiture. » Surtout que des fois, c'est contre ton ressort. Ça m'est arrivé de conduire un comédien qui ne voulait pas attacher sa ceinture. Ça, à la limite, c'est son problème. Qui ne voulait pas que je respecte les limitations de vitesse dans Paris. Je rappelle que c'est 30 km/h à Paris. Qui n'aimait pas les feux rouges. Donc tu l'entends comme tu veux, hein, qui n'aimait pas les feux rouges, qui ne veut pas que tu utilises ton GPS. Et là, t'es un peu... Mais en fait, c'est mon permis, non Sauf que t'es face des fois à des immenses stars du cinéma et t'es tout jeune, parce que souvent les gens qui les conduisent, c'est des tout jeunes. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Et t'as un peu peur, t'as de l'appréhension, et du coup, tu fais ce qu'on te dit, et c'est pas normal, quoi. Et après, tu as aussi rentré chez... Moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi en conduisant une voiture en rentrant d'un tournage et d'être en pleurs parce que j'en pouvais plus. J'étais trop fatiguée. Ou alors, un jour, on m'a demandé de ramener une voiture à 5h du matin. On avait 1 heure de trajet. J'avais pas mon permis sur moi parce que je devais pas conduire. Mais il y avait eu quelque chose... il y avait eu un accident de voiture, justement. Vraiment, cette histoire, c'est lunaire. On tournait sur une route de nuit et on faisait du blocage donc, de chaque côté de la route. Donc moi, j'étais ici, on va dire. Il y a un turnover qui se fait et c'est quelqu'un d'autre qui prend ma place. Et 10 minutes plus tard, on entend sur les talkies, il y a un problème. Il y a un mec bourré qui avait foncé là où j'étais 10 minutes avant. Donc, personne n'est mort. Mais du coup, ils sont rentrés chez eux, un peu en état de choc. Et on s'est retrouvés avec des voitures qu'il fallait ramener. Et on me dit, Clélia, tu vas en ramener une. Mais c'est même pas, est-ce que tu peux en ramener une? Ça faisait même pas 1 an que j'avais mon permis. J'avais jamais conduit à Paris, enfin en région parisienne. J'avais pas conduit depuis longtemps. J'avais même pas mon permis sur moi, donc si je me faisais arrêter, c'était quand même un peu chiant. Il était 5h du mat, on venait de faire une nuit complète. J'avais 1 heure de trajet et il pleuvait si fort que je voyais même pas les lignes au sol. Et je me rappelle être arrivée chez moi complètement en panique. En plus, j'arrive chez moi, je trouve pas de place pour me garer, enfin vraiment rien n'allait. Et en fait, voilà, on te pose même pas la question. C'est tu gères. Et encore une autre anecdote, on tournait toujours de nuit sur une autoroute en région parisienne. Et à la fin de la journée, donc il était 5h du matin, il fallait ramener l'équipe sur Paris. 1 heure de trajet aussi. C'était un peu bizarre. J'avais commencé assez tôt et je me rappelle de l'ingé son qui vient me voir et qui me dit oui, Clélia, on a appris que c'est toi qui nous ramenais. T'as commencé à quelle heure? Il se trouve que ce jour-là, j'avais commencé à 13h, mais que j'avais dû prendre la voiture à 11h parce que j'avais dû faire un aller-retour à Paris et que c'était loin. Donc je lui ai dit 13h, mais en vrai, c'était 11h. Il était 5h du matin. Donc je lui dis, j'ai commencé à 13h. Il me dit, non, tu nous ramènes pas, hein. Et là, j'étais, ouais, mais moi, je veux bien, hein, mais on fait comment, en fait? Et il va voir mon chef, il lui dit, mais c'est pas possible de nous faire ramener par des gens qui ont commencé à 13h et les 5h du matin, tout le monde est fatigué, il y a de la route, il fait nuit. Et mon chef dit, ouais, mais là, j'ai pas d'autre solution, quoi, à te proposer. Et donc, ils sont quand même montés dans ma voiture, on a quand même fait ce trajet avec des éprouvants, mais on l'a fait. Et à la fin, quand il est descendu, il m'a dit, je te promets que ça se reproduira pas. Alors ça s'est pas reproduit sur le film, en même temps il n'y avait pas eu d'autres occasions que ça se reproduise. Mais vraiment, ouais, sur la sécurité routière ou le fait de tout le temps devoir prendre des appels quand tu conduis et quand tu réponds pas, on t'engueule. Enfin, ouais, c'est un truc, c'est un dossier la voiture, je trouve. C'est un gros problème, ouais. Qu'il faudrait absolument changer au plus vite. Ouais, la sécurité sur les tournages, surtout sur les petits postes en général, c'est pas très respecté. Maintenant qu'on a parlé de ce qui est quand même un peu négatif, on va parler bien sûr de ce qui est positif. Est-ce que tu as un souvenir particulier d'un tournage, d'un moment où tu t'es dit « Waouh, là, j'adore être là ». Ça arrivait souvent quand même. Mais sur le tournage de The Gray Man,
J'ai vraiment eu ce sentiment tous les jours parce que c'était incroyable. C'était une équipe franco-américaine et tchèque aussi. Il y avait des Tchèques. Et tout le monde parlait anglais, tout le monde essayait de se comprendre. Il y avait un truc de mélange de culture. Comme on était 600, ça faisait un énorme camp de base. Et puis le soir, on tournait au château de Chantilly avec des cascadeurs qui sautaient depuis les douves, des hélicoptères qui faisaient des tours de château. En fait, on se dit vraiment, il n'y a que parce que je fais du cinéma que je peux voir ça. Et c'est trop cool. Ça, c'est vraiment l'aspect trop chouette. Même des fois, on va tourner dans des lieux, c'est pareil. C'est des lieux, jamais tu y rentres si c'est pas pour un tournage, quelque chose d'aussi spécifique. Donc ça, c'est le côté vraiment chouette. Après, l'un des meilleurs tournages que j'ai fait, c'était une série France 2. C'était l'année dernière parce qu'en fait, j'ai travaillé avec des gens qui sont vraiment devenus mes copains aujourd'hui. Et on a passé 2 mois, mais à tellement rire. Et en fait, c'est ce genre de tournage-là que j'aime. Et je le retrouve plus facilement justement dans les petits tournages type France Télévisions que dans des grosses machines. Mais il y a beaucoup plus de place au rire et à la camaraderie, je dirais, sur les tournages que je fais avec France Télé. Et c'est pour ça que j'aime bien, d'ailleurs. Donc ouais, j'aime bien ce côté où on rencontre plein de gens, où on se fait vraiment des connaissances vite parce que on est obligé de vite s'attacher aux gens parce que tu connais pas les gens et tout de suite, tu travailles avec eux comme si tu les connaissais depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de place à la timidité, un petit peu. C'est tout de suite, on est dans le bain. Et ça fait qu'on devient assez proche vite, surtout quand on tourne en région et que on n'est pas chez soi. Très vite, ça devient tes potes parce que c'est aussi... c'est plus que pendant le tournage, c'est aussi à l'extérieur du tournage. Tu vas boire des coups et... Ouais, il y a une camaraderie qui se forme et ça, c'est vraiment le côté cool. Et est-ce que, parce que j'ai vu passer parfois quelques stories pareilles où tu es sur le tournage et t'as tes collègues qui t'appellent par le nom de ta chaîne, ce genre de choses. Est-ce que, en tant que créatrice de contenu, en plus de ça, est-ce que parfois tu te sens créatrice de contenu sur un tournage? Est-ce que parfois ça peut arriver où t'as ce truc-là, t'as les deux qui viennent s'emboîter un petit peu? Alors, quand je suis sur un tournage, moi, de mon plein gré, je vais pas le dire que je fais de la création de contenu, mais ça finit toujours par se savoir. Déjà parce que s'il y a des gens avec qui j'ai déjà travaillé et qui le savent, bon, ça finit par se savoir. Mais sinon, non. En fait, quand je fais des choses sur les backstage de tournage, je suis ultra discrète. Et en vrai, souvent, on me dit, mais à quel moment tu tournes les rushs que je vois dans tes vidéos? Je ne te vois jamais filmer. Parce que je suis un ninja. En fait, c'est hyper... Voilà, je fais attention. Et après, c'est pareil, ça dépend du projet. Et il y a des projets où les comédiens savent aussi que je fais ça et ils trouvent ça cool. Et du coup... ils en jouent, des fois ils me filment, ils m'envoient des rushs. Après, ouais, j'essaye quand même de différencier les deux. Dans tous les cas, quand je suis en tournage, je suis vraiment à 100% dans le tournage. Oui. Et ça, c'est hyper important. Donc, je check juste des fois que ma vidéo, elle s'est bien programmée, mais c'est tout, quoi. Ce qui est étonnant dans ton parcours, alors, dans le futur, tu voudrais être réalisatrice de films de genre. Ça fait 3 fois que je le dis, vous n'avez pas vu, mais ça fait 3 fois. De films de genre principalement, peut-être que je me trompe et peut-être c'est d'autres choses, mais donc il y a ça, et tu as fait une école de cinéma et tu as choisi la voie de production, si je me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, super. Qu'est-ce qui a fait que de production, on arrive à l'assistanat réa, et de l'assistanat réa qui n'est pas du tout le même métier que réa? Comment est-ce qu'on arrive au milieu, tu as création de contenu sur Internet, aussi un peu de lecture en live, etc., ça c'est encore autre chose, mais comment est-ce qu'on arrive à tous ces choses-là jusqu'à Réa? Est-ce que Réa, c'était de base un objectif? Ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « Waouh, en fait, c'est ça, j'aimerais bien faire ça, en fait ». C'est vrai que c'est un peu le bazar, mais en fait, ce qui est bien dans ce genre de métier, en particulier quand tu veux faire de la réalisation, je pense, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a tellement de gens qui me posent cette question. Comment on fait pour devenir réel? J'en sais rien, en fait, figurez-vous, parce qu'il n'y a pas de parcours type. Moi, je peux vous parler de mon expérience, mais elle marche pour moi, elle ne marchera pas pour vous. C'est vraiment... Parce que c'est des métiers qui ne s'apprennent pas. Je pense que c'est un truc déjà, tu l'as ou tu l'as pas. Et puis après, c'est comment tu sors du lot, comment tu te débrouilles. Enfin, tu sors pas avec un diplôme de réal en disant « Ouais, c'est bon, embauchez-moi ». Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait production à l'école, parce que j'ai toujours voulu faire de la réalisation, vraiment depuis que j'ai 8 ans. J'ai jamais voulu faire autre chose dans ma vie. Après, j'ai compris que c'était un petit peu plus complexe. Enfin, j'avais déjà fait... au lycée, c'est marrant ça, parce qu'il y avait un lycée dans ma région qui avait une option cinéma audiovisuel très lourde. Enfin, elle était très importante. Donc, tu pouvais y entrer à partir de la seconde. Moi, on m'a dit que mon dossier scolaire, il n'était pas assez bien. Donc, j'y suis pas allée en seconde. Pour aller dans ce lycée-là? Ouais, pour aller dans cette option-là en particulier, qui était très demandée. Ok. En même temps, je crois qu'il y en a
Des lycées qui font cinéma, il y en a un par département. Et celui-là était vraiment, vraiment réputé pour le coup. On était beaucoup subventionné par la région. Mais on me dit non. Donc je vais dans un autre lycée et j'ai choisi un cursus musique. Parce que je fais aussi de la musique et du coup j'étais en option art du son où j'avais vraiment beaucoup de musique. Et puis un jour, mais merci ce professeur, des fois la vie c'est fou. Conseil de... Non, un truc de parents d'élèves, la rencontre de parents d'élèves de seconde. Mon professeur principal qui était mon prof de français. Donc on est avec ma mère, on discute, il demande un peu ce que je veux faire plus tard. Et donc je parle du fait que moi ce qui me botte vraiment c'est le cinéma. Il me dit pourquoi t'es pas allé à Renoir? Il y a une option cinéma. Je fais ouais, mes notes elles étaient pas assez bonnes. Et là il me dit mais Renoir ils font des repêchages pour l'année de première. Renseigne-toi. Et là j'ai fait oh mon Dieu, incroyable. Et en effet, chaque année, vu qu'il y a certaines personnes qui partent de l'option entre la seconde et la première, les places vacantes, genre 3-4, ils essayent de prendre des nouveaux élèves. Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Sauf que là où mes autres camarades avaient juste à avoir un bon dossier scolaire, moi je me suis tapé des lettres de motivation, je me suis tapé des entretiens, j'ai dû montrer pourquoi c'était ma passion et pourquoi je voulais absolument rentrer dans cette option, ce que les autres n'avaient pas eu à faire. Et j'ai réussi. Et je faisais partie de ceux qui sont rentrés dans l'option en première, donc j'étais hyper contente. En plus, je m'étais dit que je rentrerais jamais parce que j'ai pas fait la rentrée scolaire, parce que cette année-là, entre la seconde et la première, je suis partie habiter 3 mois au Canada. Donc je suis arrivée à l'école, donc nouveau lycée, nouvelle option, après les vacances d'automne. Du coup, vraiment, la meuf arrivait dans le lycée en ovni. Mais c'était trop bien, j'ai passé 2 ans folles qui m'ont tellement appris sur le cinéma. Et à la fin de la terminale, on devait faire un film pour le bac. On était 20 dans l'option. On devait tous écrire un scénario pendant l'été, tous le soumettre à la classe, et il y en aurait 5 qui allaient être choisis pour être tournés. Le mien a été choisi. Et j'étais trop refaite parce que j'avais écrit une comédie musicale. Taré. Enfin, dire, moi, mais les profs, ils avaient dit, partez du principe que tout est possible. Pas de problème. Comédie musicale. On va faire ça. Donc j'ai écrit une comédie musicale et en fait c'était incroyable parce que le film est voté, on le fait. J'avais une pression sur les épaules parce qu'on me disait ça n'a jamais été fait, c'est la première fois que c'est fait au lycée. D'accord. On a cherché quelqu'un pour composer la musique. On a cherché des danseurs qui étaient en études. S'il y avait une école de danse qui sont venus danser pour nous. On a cherché on a fait un casting de voix et on est vraiment allé fort dedans. Et ça avait de la gueule, ça ressemblait à une comédie musicale et c'est la première fois que je réalisais vraiment quelque chose et j'ai compris que c'était mon truc, quoi, clairement. En plus, il y avait un peu ce défi entre nous où à la fin de l'année, ces films-là étaient projetés dans un cinéma. On connaissait pas l'ordre, mais la rumeur disait que le dernier qui passait, c'était le préféré. Et le dernier qui est passé, c'était le mien. Donc j'étais refaite, vraiment. Je suis arrivée à Paris avec des valises de rêve pleines à craquer. Et puis Paris, donc l'école de cinéma, là tu te retrouves avec des gens qui ont absolument tous la même ambition que toi. Et c'est un peu dur, t'es confronté à genre, waouh, il y a beaucoup de gens en fait qui veulent bosser dans le cinéma. J'ai passé 3 années chouettes. Et en fait, en dernière année, on devait se spécialiser. Et moi, j'ai choisi la production parce que c'était ça ou les métiers de plateau. Ils disaient l'option réelle, mais en vrai, c'était les métiers de plateau. Et je me suis dit, mais en fait, va y avoir que 2 ou 3 films de fin d'études. Donc que 2 ou 3 personnes qui vont réaliser le film de fin d'études. Moi, j'ai pas envie de le faire si c'est pas pour le réaliser. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me servir pour la vie, que j'apprendrais pas trop dehors? La production! Et donc, je suis partie en cursus production, et ce qui a été une idée géniale, déjà parce que j'ai appris plein de trucs, mais aussi parce que cette option-là, elle nous permettait de faire un stage au Festival de Cannes. Et ça, c'était un truc de ouf. Parce que les stages au Festival de Cannes, il y avait les stages classiques par le festival. Il y avait une boîte qui bossait pour le festival, mais qui était une boîte indépendante de base, qui eux aussi cherchaient 2 stagiaires. Et ça, c'était la presse audiovisuelle. C'est le stage que tout le monde voulait, parce que t'étais vraiment sur la durée entière du festival. T'étais plus payé que... parce que c'était des stages payés quand même. T'étais plus payé que si t'étais en stage pour le festival. Et c'était archi stylé, parce que tu gérais tout ce qui était journaliste et photographe. Donc t'étais sur les photocalls, t'étais sur le tapis rouge tous les soirs. C'était le rêve. Et j'ai été acceptée pour ce stage. Et j'étais hyper contente. J'ai passé 3 semaines à Cannes. Et c'est l'une des meilleures expériences professionnelles que j'ai eues, même encore aujourd'hui, alors que c'est même pas un tournage. En fait, c'était juste fou tout ce qui s'est passé. Donc,
En termes d'opportunités, ça, c'était grâce à la production. La production aussi, c'est ce qui m'a permis de rentrer directement dans le cinéma, parce que le premier travail que j'ai eu, je disais tout à l'heure, c'était boîte noire en administration de production. Et donc, c'est grâce à ça qu'après, je suis rentrée très vite sur les plateaux, parce qu'il y en a, ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai eu mon intermittence tout de suite en sortant de l'école. Il y en a, ça leur prend 3 ans. Et c'est un peu chiant quand t'as 3 ans sans aucun revenu. Je sais plus pourquoi je disais ça. Non, mais alors, il y a tellement de choses très intéressantes. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Mais alors, ce qui est assez amusant, c'est que on n'a pas tout à fait, évidemment, le même parcours. Moi, j'ai pas fait l'option au cinéma et tout, mais on toutefois fait la même école. Toutefois, pas choisi l'option réalisation pour les mêmes raisons. Moi, j'ai moins bien vécu l'école, j'ai moins apprécié mon parcours à l'école parce que j'y suis allé pendant le Covid, ce qui est très intelligent, ma foi. Mais aussi parce qu'on n'était pas les mêmes années, en effet. Je pense que l'ESSEC aujourd'hui, je sais même pas si je la recommande parce que je pense que c'est une école qui a beaucoup changé. Ça fait combien de temps que j'ai quitté l'école ? Ça va faire 4-5 ans, mais... Je sais pas trop parce que moi, quand je suis parti de l'école, bon, il y a eu le Covid, bien sûr, et en fait, l'année où je suis parti, il s'alliait avec une école à Lyon. À Lyon, ouais. Voilà. Et je pense que grâce à ce truc-là, il y a peut-être un échange un peu sympa avec les étudiants qui viennent de Lyon, des choses assez cool. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de moyens à Lyon qu'à Paris dans le matériel. Quand on regarde les images sur Instagram, toutes les images sont dans l'école de Lyon et pas celle de Paris. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, moi quand j'ai quitté l'école, c'était fin Covid. Le tournage de fin d'année, le tout dernier tournage, on était... C'était horrible. On avait un plan à filmer à l'extérieur, un plan sur tout le film, tout le reste était en intérieur. Donc on place la caméra, on fait les répètes, etc. Et d'un coup, il y a des policiers qui viennent nous voir pour nous demander d'arrêter le tournage. Fin du tournage, rentrez chez vous, c'est confinement. Bah, tu vois, d'accord, on va faire ça. Donc bon, mais en tout cas, on a à peu près le parcours similaire, à peu près. Moi, je suis parti en montage pour les mêmes raisons. Parce qu'effectivement, tout le monde veut être réal et c'est pas si facile. Moi aussi, j'aimerais être réal et c'est pas si facile que ça. Et c'est super intéressant. Et moi, alors il y a plein de choses qui m'ont surpris dans ce que tu m'as dit, bien sûr, mais à 8 ans, tu t'es dit, j'aimerais bien réaliser des films. Ouais. Qu'est-ce qui a causé ce déclic ? Mais en plus, c'est hyper précis. Je sais très bien ce qui a causé ce déclic. En fait, j'ai grandi dans un camping. Mes parents étaient propriétaires d'un camping. Et donc, l'été, il y avait beaucoup d'animations parce que c'était un camping avec des animations. Et mes parents avaient notamment instauré un cinéma en plein air. Donc, je sais pas si je me rappelle comme ça parce que j'avais 8 ans et que j'étais grande comme ça, ou si c'était vraiment comme ça. Mais de souvenir, c'était vraiment un énorme drap blanc perché très haut sur le terrain vague où après, les gens étaient assis sur le terrain vague pour regarder le film. Et ma maman, elle vient du théâtre. Elle était prof au cours Florent. Donc, on va dire que la culture artistique, je l'ai beaucoup eue de ma mère. Et malgré le camping, elle n'avait pas envie de passer des trucs nuls aux clients, quoi. Et donc, elle décide de faire passer Chantons sous la pluie. Donc, moi, à 8 ans, là, dans mon cinéma en plein air, qui découvre Chantons sous la pluie. Et en fait, je sais pas, j'ai un déclic à 8 ans en regardant ce film en me disant « Mais c'est incroyable, mais je veux faire ça !» Sachant que ça se passe en 1952. Non, le film s'est tourné en 1952, mais ça se passe pendant... la transition du muet au parlant. Donc clairement, aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fait des films et voilà, mais il y a ce côté création, il y a ce côté rêve, il y a ce côté fabrique du rêve que j'ai trouvé fascinante. Et en fait, à partir de ce moment-là, je m'amusais à récupérer la caméra VHS de mes parents et à filmer mes Playmobil. Et en fait, je filmais les histoires de mes Playmobil. Des fois, je faisais du stop motion, des fois, je laissais tourner, je faisais les voix. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que sont devenues ces cassettes. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais les retrouver. C'est venu très vite. Et en plus, j'ai une petite sœur qui a 6 ans de moins que moi, donc on a beaucoup d'écart. Et elle me regardait tout le temps, raconter des histoires et tout le temps jouer avec mes Playmobil en filmant. Des fois, je la filmais aussi, vu qu'on avait le camping qui était un énorme terrain. Et bah, des fois... On prenait les bambins, là, et je lui faisais croire qu'elle avait perdu son fils près de la piscine, et puis je la filmais comme ça. Ou je faisais venir aussi au collège, je faisais venir des copines pour essayer de créer des films, toujours avec cette caméra VHS. Et en fait, ouais, assez vite, j'ai compris que c'était un métier, qu'on pouvait vraiment faire des choses avec ça. Moi, je trouve ça assez ouf. Alors, peut-être qu'ils regardaient juste les notes, mais d'avoir déjà cette telle envie à un tel jeune âge et de se faire refuser l'accès au lycée à l'option cinéma, c'est quand même assez ouf et assez difficilement compréhensible. C'est parce qu'ils regardent que les notes, en fait. Et
C'était une option qui était beaucoup demandée, donc le jugement, il était fait aux notes. Après, justement, quand je suis rentrée en première, j'ai pu montrer tout ça. J'ai pu montrer tous les projets artistiques que je faisais, mais même en seconde, du coup, quand j'étais pas dans ce lycée, je m'étais lancée dans un... En fait, quand j'ai une idée, je la fais. Et je sais pas si je la fais longtemps, mais je la fais. Et il y avait plein de graffitis parce que le premier lycée dans lequel j'étais, c'était un ancien cloître. Et du coup, il y avait plein de choses. En plus, c'était un lycée d'artistes, il y avait beaucoup d'art plastique, de musique. Et il y avait plein de choses hyper intéressantes au mur, au cachet. Et avec un appareil photo, je prenais tous les détails un peu marrants qui ont été laissés au fur et à mesure des années par les élèves. Et j'avais tout mis ça dans un album. Ça aussi, je leur ai montré. Je fais en fait, activité extrascolaire, je m'occupe avec un rien finalement. Il y a toujours des trucs artistiques à trouver partout. Revenons sur l'école de cinéma. Tu fais le choix donc de la prod. Alors que tu vas être réalisatrice, malgré tout. Toi, dans ta tête, tu te dis certainement, j'ai envie d'être réalisatrice. Et en fait, je connais des gens qui ont été dans la prod. Et est-ce que des fois, il n'y avait pas un sentiment un peu difficile de ne pas être assez sur les plateaux quand tu étais dans l'école? Parce que tu es quand même beaucoup dans la classe, il y a beaucoup de par cœur, il y a beaucoup de cours théoriques. Et finalement, tu vois tout le monde aller dans le studio ou dans la salle de montage peut-être. Est-ce que toi, tu as bien vécu cette année-là quand même? Ça restait un choix, mais quand même assez éloigné. En fait, oui, parce que je trouve qu'ils n'allaient pas tant sur les plateaux que ça, en réalité. Et puis, en prod, on a quand même appris des trucs en lien avec le plateau qui m'ont été très utiles plus tard. Parce que, je sais pas si tu as eu ça aussi, mais j'avais l'impression que c'était un peu commune à toutes les options, mais peut-être pas le montage. Mais on a tous dû gérer un dossier de long métrage, donc faire le plan de travail complet d'un long métrage. J'ai découvert que j'adorais ça. C'était vraiment une révélation quand on l'a fait. Il y a des gens qui aiment. Il y a des gens qui aiment faire ça, voilà. Si vous avez besoin. L'organisation. Et en fait, on avait des dossiers vraiment de longs métrages qui allaient se tourner. C'était très concret. Et on a dû monter des dossiers de production complets, donc avec plan de travail, demande de financement, tout ça. Et je me suis dit que c'était hyper pratique d'avoir appris tout ça. Mais c'était un peu commune à du coup, plusieurs options. Enfin, je sais que les options de plateau, ils faisaient cet exercice-là aussi. Après, ça m'a pas manqué parce que, en réalité, quasiment tous les week-ends, j'étais sur des tournages bénévoles que je trouvais sur des sites ou alors de moi-même, en fait, qui faisais des films en parallèle de l'école. Et donc, non, ça me manquait pas, du coup. Il y a quand même l'école, donc à peu près de 9h jusqu'à 18h, parfois un petit peu moins, mais on est dans ces eaux-là quand même. Et tu vas tourner le week-end. Comment ça se passait en termes d'énergie? Alors, à cette époque-là, tu n'étais pas encore créatrice, c'est venu un petit peu après, mais comment on fait pour lier les deux choses? Je pense qu'il y a plein d'étudiants peut-être qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ont envie de faire des tournages et d'ailleurs qui ne savent pas. Et si on peut expliquer aussi comment est-ce qu'on peut faire des tournages sans forcément être payé. Ouais. Mais tout ça est très intéressant. Alors déjà, en termes d'énergie, j'ai vraiment pas de souvenir à cette époque d'être fatiguée. Ce sentiment que j'ai beaucoup plus aujourd'hui, par exemple. Peut-être parce que je vieillis. C'est terrible de dire ça. Mais j'ai pas vraiment, je souffrais pas du tout d'un manque de sommeil ou d'un manque... Parce que, je veux dire, là, je parle que de travail, mais je faisais aussi la fête, je sortais avec des copains, vraiment beaucoup quand j'étais étudiante, en fait. Et voilà, j'ai pas de souvenir d'avoir été trop fatiguée par tout ça. Sauf une période entre la 2e et la 3e année. En 2e année, on avait, je sais plus, 5 ou 6 courts-métrages en tout à faire dans l'année. Et moi, j'avais décidé, en plus de ça, entre les 2 derniers, de faire mon propre court-métrage, quasiment toute seule, enfin en tout cas où la préparation avait été quasiment seule, où je suis allée tourner en Bretagne avec une équipe, on a fait un huis clos dans une boîte de nuit, enfin voilà. Et en fait, je me retrouvais aussi réal des 2 derniers projets de 2e année, plus celui-là. Donc tout était un petit peu en même temps. Et je me rappelle être sortie vraiment épuisée de cette période, où vraiment j'avais appelé mes parents en me disant, en fait là j'en peux plus, il y a trop de choses. Et en même temps, tu peux rien diminuer, parce que tout est en même temps. Et c'était ma faute. C'est pourquoi j'avais décidé de tourner mon film à ce moment-là. Et voilà, des fois, c'est comme ça, tu réfléchis pas trop. Mais sinon, mis à part ça, j'ai pas de souvenir d'avoir été trop fatiguée. Et après, pour savoir où trouver des tournages, je sais même pas à quel moment, moi, j'ai appris que ça existait, mais il y a un site incroyable qui s'appelle cinéaste.org. Vraiment, j'aimerais me souvenir de comment j'ai appris l'existence de cet outil magique. Ouais. Mais vraiment, une fois que tu as compris le concept et comment ça marche, c'est très utile, parce qu'il y a aussi des projets rémunérés. Alors, c'est plus rare, mais ça existe. Et puis même pour se former, c'est trop bien. Même pour rencontrer des gens, c'est trop cool. N'hésitez surtout pas,
Pour la régie, il y a toujours besoin de Ouais. monde. Pour la figuration, à tout moment. Moi, le premier tournage que j'ai fait, j'étais preneur de son. Et en même temps, je faisais les photos de plateau. Mais c'est en faisant ce genre de petits projets avec peu de monde qu'on touche un petit peu à Ouais. tout finalement. Et pour moi, c'est même presque plus précieux qu'une école de cinéma. C'est là où on apprend le plus de choses. Alors, c'est peut-être plus compliqué après de rentrer dans le grand cinéma. Mais en tout cas, c'est précieux. Il faut surtout. Il y a trop de gens qui posent, même à moi, à tout le monde, ce genre de questions. Comment on fait pour faire du cinéma ? Ouais. Bon, C'est vrai que c'est dur, il n'y a pas de... En fait, la question, elle est beaucoup trop ouverte. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de parcours tout tracé, il n'y a pas une phrase à sortir. C'est tellement propre à chacun et au parcours de chacun. Mais je pense que déjà, la principale qualité, c'est qu'il ne faut pas... faut pas aimer la routine, ça c'est clair, mais il faut pas avoir peur. Enfin, en fait, ça peut aller tellement dans tous les sens avant d'arriver à l'objectif qu'il faut tenter plein de trucs, quoi. Mais ça peut faire peur et surtout quand t'es jeune, vraiment. Et ça m'arrive qu'il y ait des gens qui m'en parlent en me disant mais mes parents, ils veulent pas que je fasse du cinéma, ils ont trop peur pour moi. C'est compliqué parce que moi, c'est arrivé très vite. Très vite, j'ai eu un salaire et très vite, j'étais en mode mais en fait, on est bien payé dans le cinéma. Mais j'ai des potes qui ont mis 3, 4, 5 ans avant de rentrer dedans. Et voilà, tu peux pas savoir à l'avance. C'est tellement personnel en fonction de toi que... Ouais, et c'est aussi expliquer aux parents, mais aussi expliquer aux personnes qui veulent faire du cinéma, que c'est beaucoup d'investissement personnel, même avant. On va vous demander d'énormément travailler. Il va falloir que toi-même, tu travailles énormément, même bénévolement. Parce que... Mais c'est pareil avec la création de contenu, en fait. C'est le même système. C'est que tu travailles énormément, et puis à un moment, ça fonctionne. Et puis à un moment, ça paye. Mais avant, t'as trimé pour rien, pour zéro, avant que ça fonctionne. c'est pour ça qu'il faut d'abord que ce soit une passion avant de se dire ah bah tiens, ça paye bien. Ah bah oui, Non. sinon, J'avais une super question Oh waouh, que j'ai c'est oubliée. le moment de la super question. Pas du tout. Il y en a. Alors, je vais dire combien de questions j'ai préparées. Alors, j'ai fait ça hier soir. Pas déconner non plus. Je crois que j'en ai mis 30. Oh waouh. Au cas où j'avais un trou de mémoire, tu vois. Et effectivement, pour revenir à cette question de cinéaste, à toutes ces personnes qui aimeraient se lancer dans le cinéma, mais la question c'est, à part réal, qu'est-ce que je peux faire ? Donc moi, c'est la question que j'aimerais te poser. Si tu n'étais pas réalisatrice, si tu n'étais pas assistante réalisatrice, ça compte le premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième, ce que tu veux, pas d'assistante réalisatrice, pas de prod. Si tu étais sur un plateau, quel métier t'occuperait ? Ah, je pense que le dernier que je pourrais faire et que j'aurais envie de faire, parce qu'en vrai, il y a plein de métiers, mais les autres ne m'intéressent pas, ce serait comédienne en dernier. Ta maman a été professeure Oui. au cours Florent, mais tu as déjà eu des expériences en tant que comédienne aussi. Oui, alors des petites, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais petite. Ça me faisait kiffer, j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est très pratique aujourd'hui pour la création de contenu de ne pas avoir peur face à un objectif. C'est très pratique dans la vie, je trouve. Il y a des gens qui sont terrorisés par des objectifs sur eux. C'est un gain de temps énorme de Ouais, de pas avoir ce problème-là. Et oui, ça m'est arrivé dans des courts-métrages de faire un petit rôle dans des courts-métrages. Ça m'est arrivé aussi dans des choses rémunérées, mais vraiment des tout petits trucs. Mais parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, j'aime diriger plutôt qu'être dirigée. Mais force est de constater qu'en réalité, quand tu veux être réal, c'est quand même hyper important de savoir ce que c'est d'être comédien. Pour pouvoir bien les diriger, il faut se mettre à leur place. Donc c'est aussi sur ce point de vue-là que j'ai essayé un petit peu, savoir ce que ça fait de se faire diriger pour pouvoir mieux les diriger. On a parlé un peu de tournage. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la création de contenu, qu'on parle un peu des deux sujets qui sont très intéressants. Il y a d'une part beaucoup de gens qui demandent effectivement pour les tournages, comment on rejoint les tournages, tout ça, on en a discuté. On pourra parler plus longuement. N'hésitez pas à poser vos questions surtout. Clélia se fera un plaisir de répondre, elle passera peut-être dans les commentaires, on ne sait pas. Sinon, je répondrai à vos questions évidemment, mais il y a aussi donc ton autre casquette qui est créatrice de contenu, et souvent cette même question revient. Comment on fait pour faire de la création de contenu ? Qu'est-ce qui est important quand on veut créer du contenu ? Alors, attention, on s'entend, du contenu culture, enfin du contenu où on est écrit, monté, etc. Qu'est-ce que ça demande ? De la passion, ça on en a parlé, de la rigueur, beaucoup de rigueur, de la motivation, beaucoup de motivation. Et je pense ne pas trop regarder les statistiques. En fait, garder le principe qu'on fait ça pour soi, parce qu'on aime faire ça, et que si des fois ça marche pas, c'est pas grave. Et c'est pas grave si on a travaillé pour ça. En fait, je sais pas, je me dis que si on fait un travail de qualité sur les réseaux sociaux, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui le regardent, ça peut attirer des gens plus intéressants, genre des marques ou des partenariats, qui, eux, vont te rémunérer.
Et des fois, il y a des gens qui font des millions de vues, qui ont finalement pas tant de rémunération parce que ce qu'ils font, je sais pas, du contenu humour par exemple, des fois les marques elles savent pas trop où se placer. Alors que quand tu fais un contenu culturel, c'est quand même assez facile. Je me dis que si on est intéressé par ton profil parce que t'es quelqu'un de sérieux, t'es quelqu'un qui présente bien, t'es quelqu'un dont les vidéos plaisent, enfin en tout cas aux clients, ça peut être cool. Donc d'un point de vue purement économique, je dirais que pas trop regarder les stats. Oui, mais ça, c'est pour quelqu'un qui aurait peut-être déjà commencé, qui aurait déjà peut-être effectivement trouvé le courage d'allumer sa caméra, de se filmer, etc. Mais si quelqu'un vient te voir dans la rue, imagine quelqu'un débarque dans la rue, Kélia, je te reconnais. Mais cette personne te demande, la première question qu'elle te demande, c'est j'aimerais me lancer, je me suis jamais lancé, j'ai jamais fait. Comment on fait? Il n'y a pas de... Je sais pas, parce que en plus, je trouve sur les réseaux sociaux, surtout si tu montres ta tête, la chose la plus importante, c'est toi, c'est ta personnalité en fait. C'est qui tu es face à l'écran et qu'est-ce que tu renvoies aux gens, quel personnage tu te crées. Et ça, c'est impossible de dire comment faire. Parce que même moi, j'en apprends encore tous les jours sur comment on part de ça et on en arrive là. Je sais pas. Même des fois, on m'envoie des mails. Je sais même pas comment ces gens-là ont mon mail. Je ne sais tout est hors de contrôle. Mais donc, à part se donner le courage de le faire et de recommencer encore, et vraiment, si tu pars du principe que tu veux faire ça, ne pas lâcher, même si au début ça marche pas du tout, continuer, apprendre de tes erreurs. Parce que moi, des fois, quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis, oh mon Dieu, il y a pas longtemps, j'ai ma 2e vidéo qui s'est mise à popper, genre cet été. Pourquoi? La vidéo, elle a 3 ans, c'est la 2e de ma chaîne. Il y a 10 000 personnes qui l'ont vue en 24 heures et j'étais... Du coup, je me suis sentie obligée de remettre un commentaire en me disant « Alors, ceci est la 2e vidéo de mon compte, hein, donc je ne sais pas pourquoi elle s'est mise à popper aujourd'hui, mais ne tenez pas forcément rigueur. » C'était quel sujet, la vidéo? Je crois que je parlais du film Grave de Julia Ducournau, mais voilà, rien à voir avec le contenu que je fais aujourd'hui. Donc si des gens passaient par là et me découvraient, j'étais genre « Ouais, alors, c'est un peu différent aujourd'hui. » Mais on apprend beaucoup de ses erreurs, on apprend de... Voilà, donc... continuer encore et trouver aussi sa niche, trouver ce dont on a vraiment envie de parler. Et de toutes les vidéos que tu as fait, donc 3 ans, j'imagine, c'est beaucoup de vidéos, je sais pas combien. Je sais 700, pas non plus. Mais non, mais vu 800, que c'est pas écrit, j'en sais rien. Je sais pas. Non. Donc beaucoup. Ouais. De toutes ces vidéos-là, est-ce qu'il y en a une où tu es particulièrement fière? Je pense qu'il y en a plusieurs où je suis fière de Une ces seule. vidéos. Attends, une seule, je réfléchis. Est-ce que je peux en citer 2, mais parce que c'est vraiment des raisons différentes? Bon, allez, d'accord. Non, parce qu'il y en a une, c'est mon tout premier partenariat. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on venait me voir, qu'on me proposait une somme d'argent pour faire une vidéo. J'étais en PLS. Je me disais, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? On peut se faire payer pour faire ça. Et en même temps, je me sentais tellement pas légitime parce que c'était la première fois. Et je pense que c'est la meilleure vidéo en termes de dynamisme, en termes d'image, en termes de voix off que j'ai faite. Et elle a explosé. Sur TikTok, je me suis rendu compte que je m'étais fait vraiment très peu payer par rapport à comment la vidéo a explosé. Mais j'étais super fière de ça parce que c'est paru vraiment comme une vitrine de ce que je pouvais donner comme travail quand je travaillais vraiment, quand c'était plus juste coucou, je m'amuse dans ma chambre. Donc celle-là, j'étais très fière. Sur quel sujet, la vidéo? C'était sur la réouverture du cinéma Pathé Parnasse, proche de Montparnasse. T'es allé dans ce cinéma et tu as montré la salle, je me souviens de cette vidéo. Ouais, j'en étais très fière. C'est la première fois que j'étais invitée aussi à un événement. Donc... C'est assez récent quand même, finalement. Non? Ça, il y a 2 ans, non? C'était pour la sortie d'Avatar 2. Ah ouais, d'accord, non, c'est pas si récent que ça alors. Ça fait 1 an et demi, je pense, un truc comme ça. Et après... une autre vidéo où je suis fière parce que les gens m'ont dit merci d'avoir pris la parole sur ce sujet, donc c'est toujours chouette. Je sais pas si vous vous rappelez de la sortie de La Petite Sirène en live action, mais avant la sortie, c'est-à-dire quand il y avait des gens extrêmement racistes qui se sentaient en toute impunité sur Internet sous prétexte qu'on avait touché un Disney. Et en fait, j'étais tombée sur le TikTok d'une Américaine, donc expliquer certains trucs de pourquoi c'était totalement illégitime de penser ça. Et j'avais trouvé sa vidéo trop bien, mais elle était que en anglais. Et donc j'ai repris certains de ces éléments de vidéo pour la faire en français et pour aussi dire mon point de vue sur la question, sur le fait que je trouvais ça ridicule pour plein d'exemples, en citant des exemples très précis. Et en fait, j'étais fière de cette vidéo parce que je me suis pris à la fois une vague de haine et à la fois une vague de soutien.
Mais il y a des gens vraiment qui m'envoyaient des messages en privé pour me dire merci d'avoir pris la parole sur ce sujet. Parce que voilà, en fait, c'est chiant quand c'est que les gens mauvais, aigris, racistes qui prennent la parole parce qu'ils n'ont pas de problème pour prendre la parole. Mais quand c'est une parole plus travaillée, plus réfléchie, plus mature, il y en a beaucoup moins en fait. Donc ce serait celle-là au même niveau finalement de fierté. Oui, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Il y en a une, c'est pour la qualité de la vidéo en tant que vidéo, et l'autre c'est pour le sujet et d'avoir été capable de traiter d'un sujet qui me tient à cœur, qui est pas juste vous parler de cinéma, qui est aussi un truc personnel. Ouais, ok. Et à l'inverse, peut-être une vidéo où aujourd'hui, peut-être tu regrettes un petit peu. Là aussi, je peux en citer deux, parce que j'en ai deux qui me viennent direct. Oui, évidemment. La première, c'est pas que je la regrette en soi, parce que je me suis pas fait attaquer personnellement pour cette vidéo, mais alors elle a été totalement hors de contrôle. Parce que j'ai fait une vidéo, c'était encore quand je faisais des anecdotes, sur 5 anecdotes autour du film 2012. Ouais. Donc vous vous dites, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? J'étais comme vous, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Il y avait une anecdote que je trouvais assez marrante. C'est qu'en fait, au début, le réalisateur, à un moment quand tout explose, quand ça part en cacahuète, il y a le Vatican, je crois, qui se fait complètement noyer, un bâtiment chrétien qui se fait complètement noyer et tout. Et je lis qu'en fait, à la base, il voulait que ce soit la Mecque qui se fasse engloutir et que finalement, il avait changé d'avis de peur de se prendre des représailles. Moi, je la trouve un peu marrante, cette anecdote. Également. Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'avais pas dit ? Vraiment, ça s'est mis... Et encore aujourd'hui, alors que cette vidéo, elle a plus de 2 ans, ça se fight encore très sévèrement dans les commentaires entre des musulmans et des catholiques. Mais à base de non-respect total, quoi. Mais en même temps, la vidéo, du coup, a fait un nombre de vues excellent, parce que tout le monde se fightait dans les commentaires, mais moi, j'étais outrée de ce que je lisais. J'étais, waouh, vous avez retenu que ça, quoi, de la vidéo. J'avais réveillé des monstres. Alors que de base, c'est plus une anecdote marrante. Voilà. Et puis, il y avait 5 anecdotes dans la vidéo. Tu vois, Ouais. c'était pas le sujet de la vidéo, c'était juste une anecdote. Et je me suis dit, mais comment, aujourd'hui, en 2024, on peut encore se prendre la tête sur les religions, pour un truc qui est au cinéma, quoi. Pétez un coup, les gars. Hein. Waouh. J'ai trouvé ça fou. Donc ça, c'est pas que je regrette, mais je me dis, il y a tellement un truc de haine qui s'est déversé, mais tellement pas contre moi, c'était juste contre genre de trucs où... Ça t'a rendu service sur le papier, parce que malgré tout, ça fait de la visibilité et c'est précieux, mais malgré tout, c'est pas entièrement positif. Ça crée du débat quand même houleux et pas spécialement agréable à lire. Non. Mais par contre, il y en a une autre qui m'a touchée là, personnellement, et c'est la première fois que ça m'arrivait, où je parle d'un sujet où j'expliquais, parce que c'est aussi quelque chose que j'avais appris dans mes cours de production, et je me suis dit, je vais expliquer des choses aux gens. J'ai peut-être pas eu la bonne manière de le faire, tu vois, avec le recul. Ça faisait 6 mois que j'étais sur TikTok, j'avais pas encore tous les codes. Et j'explique qu'aujourd'hui, on trouve que le cinéma, c'est trop cher, on n'arrête pas de se plaindre de ça. Mais, et du coup, les gens téléchargent et trouvent ça normal de me demander tout le temps où est-ce qu'ils peuvent trouver les films gratuitement. Et moi, ça m'énerve parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens de voir des films pour vraiment pas cher, que ce soit sur les plateformes de streaming, par exemple, typiquement, où même les gens, le film est au cinéma, ils demandent où est-ce qu'on peut le regarder gratuitement. Et il y a un peu de respect pour les personnes qui ont travaillé dessus, quoi. Et du coup, j'expliquais ça en disant qu'aujourd'hui, il y avait aussi plein de moyens de voir des films pour pas cher et qu'il fallait se renseigner. Il y a plein de cinémas qui proposent des places à 5 € les dimanches ou pour les étudiants. Où la place, elle n'est pas automatiquement à 15 balles. Et dire ça, c'est aussi ne pas aller chercher. D'ailleurs, il y a un truc qui dit qu'en moyenne, une place de cinéma, c'est 6 €. Donc pour que cette moyenne, elle arrive à 6 €, sachant qu'en effet, il y a des places qui existent à 12-15 balles, c'est qu'il y a d'autres moyens de trouver du cinéma pour moins cher. Mais il faut chercher. C'est sûr que c'est moins facile que d'entrer dans le cinéma, de prendre une place à 12 €. Voilà, ça c'est sûr, faut chercher. Mais ça existe. Donc j'expliquais ça et je disais aussi, je sais pas, ça vous viendrait pas à l'esprit d'aller manger McDo, de payer votre menu 8-10 balles et de partir sans payer ? Le cinéma, c'est un petit peu pareil. Ou alors, t'attends que le film soit disponible en médiathèque ou t'attends que le film soit disponible sur une de tes plateformes ou qu'il passe à la télé, ça finira par arriver. Mais si t'es pas patient, si tu veux tout voir tout de suite, oui, il faut payer, c'est le principe du truc. Et vraiment, je me suis pris une vague de haine, mais tellement forte que j'en ai pas dormi la nuit. Ouais, juste parce que j'exprimais mon point de vue de personnes qui en plus travaillent sur les plateaux de tournage, qui ont envie de garder son travail parce que c'est compliqué de financer un film. On a besoin des recettes des films. C'est très important pour continuer à faire du cinéma. Moi, j'ai envie de garder mon métier. Donc, j'exprimais juste ça et vraiment, les gens, c'était pas possible pour eux. Pour eux, c'était pas normal que la culture soit payante, par exemple. Mais est-ce que, par curiosité, parce que j'ai pas vu cette vidéo-là,
est-ce que tu es resté sur cette vidéo-là ou peut-être est-ce que tu as fait une ou d'autres vidéos sur ce sujet-là par la suite pour argumenter encore un petit peu plus ou tu t'es Non. arrêté là parce que la vague était trop... Ouais, je me suis arrêtée là. Et en plus, ça faisait pas longtemps que j'avais TikTok, donc je ne savais pas qu'on pouvait désactiver les commentaires. J'ai mis du temps à l'apprendre. Quand je l'ai appris, j'ai désactivé les commentaires de cette vidéo en disant, bon, bah, si elle tourne aujourd'hui, je m'en fous un petit peu. Mais c'était très violent. C'était à base de plus 99 notifications le matin quand je me réveillais. Comment bien commencer la journée. Ça aussi, c'est un truc quand tu commences la création de contenu que tu apprends un peu à tes dépens, mais de comment tu gères ça. Comment tu gères qu'on s'attaque à toi, qu'on t'attaque à son avis, alors que, encore une fois, tu donnes juste un avis. À aucun moment, tu vas obliger les gens à payer leur place de cinéma. De toute façon, les gens, ils feront bien comme ils veulent de toute manière. C'est juste toi qui donnes ton avis. Comme plein de gens, mais qui se prennent aussi plein de haine sur plein de sujets. Et je trouve qu'à la place de former un débat où on essaye de parler, que quelqu'un me dise « bah non, moi je paye pas le cinéma pour telle raison », et avoir un échange de pourquoi lui il pense ça, pourquoi moi je pense ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant de juste insulter les gens dans des commentaires. Dans tous les cas, ça fera jamais changer d'avis quelqu'un, ça. Mais malgré tout, moi, alors, pour défendre cette vidéo, et pour te dire que je suis pas tout à fait d'accord du coup sur cette question-là avec toi, pour dire que bah, c'est peut-être la vidéo dont un peu moins fier ou que tu regrettes, parce que je trouve au contraire que c'est important, parce que on l'a vu il y a quelques temps dans la sphère politique où la question de l'intermittence est notamment revenue. On dit qu'il faut arrêter parce que ça coûte trop cher, et bon, ce genre de débilité. Et également, ça, j'en ai parlé à un moment, je sais plus dans quelle vidéo, j'ai dû parler de ça rapidement dans une vidéo, et ça a fait débat également avec des gens qui débarquent, oui, le cinéma c'est trop cher, et faut mettre dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Parfois en insultant, bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours important de ramener ça dans le débat et d'expliquer en quoi non, c'est important qu'il y a des choses qui coûtent tel prix, qu'on aide les artistes à vivre et à travailler de leur art, et voilà, tout ça c'est super important de le répéter. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Alors bien sûr, évidemment, on se prend des choses derrière parce que la plupart des gens comprennent pas. Il y a comme 10 millions de personnes qui ont voté pour un certain truc, qui veulent arrêter l'intermittence. Ça veut dire quelque chose. Qui veulent arrêter la culture. La culture tout court. Tout mais court, on s'arrête là. c'est ça, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quand même que ces 10 millions de gens-là, il y a plein de gens qui sont pas de mon avis et qui voudraient qu'il n'y ait pas de débat. Mais pour moi, c'est important de débattre. On ne peut pas laisser 10 millions de personnes dire en toute impunité la culture française, il faut que ça s'arrête. Oui. C'est juste pas possible. Bah non, c'est pas possible. Donc, mais tout ça, c'est important. Et même si je comprends que cette vague a dû être difficile, pour moi, c'est vraiment trop important de parler de ces sujets-là et de laisser les gens s'exprimer aussi dans les commentaires et de permettre à d'autres gens de ramener un avis différent. Tout ça, pour moi, c'est trop important. Et ce serait dommage que tu regrettes ça, parce que, au contraire, le plus de vidéos il y a, le plus de gens qui expliquent ça, là, c'est toi, ça peut être d'autres créateurs, créatrices. Pour moi, c'est trop important, tout ça. Ouais, c'est vrai. Après, c'est ça, c'est comment toi, en tant que porte-parole, tu gères ce qui se passe après. Exactement, ouais. Et ça, c'est vraiment... Tu l'apprends au fur et à mesure. Et t'apprends à le gérer. Il y a des gens... Moi, je trouve que je l'ai assez bien géré. Sur le moment, je n'étais pas très bien, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Puis une fois que c'est passé, c'est passé. Et j'ai jamais eu quelque chose d'aussi fort. Et même, ça arrive de toute façon, à partir du moment où tu es sur Internet, tu as des haters, c'est le principe. Mais en fait, ça m'atteint plus, parce que vraiment, les gens que j'estime être des haters envers ma personne, je les trouve profondément débiles, en fait. J'ai beaucoup de mépris envers eux, parce que je me sens au-dessus de ces personnes, sincèrement. Et ça me fait du bien de me dire, mais en fait, moi, jamais de la vie, dis ce qu'il vient de me dire, ça me viendrait à l'esprit de le dire à quelqu'un, surtout sur Internet, surtout quand on sait. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est des haters. Enfin, donc, je me sens tellement... En fait, j'ai besoin de ce truc de me sentir supérieure à ces gens-là pour que ça me bouffe pas, en fait. Puis de toute manière, c'est-à-dire que toi, tu montres ton visage et que ces gens-là, généralement, ne montrent pas C'est leur vrai, visage. ouais. Tu vois, il y a ce truc-là aussi de... toi, tu te livres quand même à 100% et eux peuvent se permettre des choses parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Exactement. Donc, et quand tu vas chercher sur les profils, il n'y a rien. Enfin, c'est ça. vraiment des comptes qui sont créés juste pour ça. D'ailleurs, tu feras très attention parce que j'ai publié deux vidéos là, hier et avant-hier, et à un moment, je parlais de Bruno Dumont. Ah, Et je découvre qu'il y a une fanbase de Bruno Dumont. excellent. Et je découvre donc qu'il y a des gens qui sont prêts à le défendre corps et âme. Bruno Ouais, Dumont. mais en même temps, il y a des gens qui sont prêts à
à tout. défendre corps et âme n'importe quel artiste, même très problématique. Non, mais c'est juste histoire de te prévenir quand tu feras ton flop 2024 et que tu placeras l'Empire en première position. Spoiler pour la- Bon, tu feras attention au retour que j'adore. De tu toute peux façon, prendre. souvent quand je fais les flops de l'année, ça engendre toujours un peu de haine parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Après, les gens sont jamais d'accord à C'est ça. 100%, donc c'est pas très grave. C'est pas pour ça qu'il faut s'empêcher de créer. Exactement. Et à l'inverse, on a parlé donc d'un aspect plutôt négatif, mais aussi bien sur Instagram que sur TikTok. Est-ce que tu te souviens du plus beau commentaire que tu aies pu recevoir? Je pense que, alors sur Instagram, c'est plutôt les messages privés. Parce que les commentaires, il y en a un peu moins, je trouve, que sur TikTok. Mais c'est les messages privés des fois que je reçois de gens qui me disent j'adore ton travail, j'adore ce que tu fais, t'es hyper inspirante, comment tu fais pour faire tout ça, ou j'aimerais bien faire ça aussi. Et en fait, tout à l'heure, je parlais du fait que j'aimais transmettre. Et en fait, pour moi, recevoir ce genre de message, c'est avoir accompli ma mission. Je me dis, du coup, ça veut dire que ça marche, que j'arrive à transmettre. Et donc, ouais, je pense que c'est ce genre de message que je reçois assez régulièrement qui me touche parce que c'est vraiment... Il n'y a pas de contexte. Ils m'envoient juste un message comme ça, genre « Salut, c'était pour te dire que j'adore ton contenu, ce que tu fais. » Et des fois, c'est des pavés, quoi, pour m'expliquer qu'ils aiment ce que je fais. Et ça, c'est trop cool. Et ça arrive aussi sur TikTok... ça arrive pas en message privé sur TikTok. Après, je les lis pas trop non plus, les messages privés sur TikTok. Mais sur des commentaires, ça arrive des gens qui disent franchement, c'est trop bien. Et juste avoir, je sais pas, ces vagues positives de gens qui disent qu'ils aiment ton travail. Parce que c'est beaucoup plus facile de critiquer que de dire les choses positives. En général, les gens se disent plus facilement tiens, je vais dire que je suis pas d'accord avec cette personne plutôt que de dire je suis d'accord et j'aime bien ce que tu fais. Donc quand les gens le font, pour moi, ça compte. Tu as parlé d'évolution tout à l'heure dans ta création. À quel point, quand tu regardais tes vidéos avant, tu remarquais une différence. Comment est-ce que tu pourrais décrire cette évolution? Qu'est-ce qui a évolué dans ta création entre le tout début où tu as commencé, tu étais sur le canapé, tu venais de regarder, je ne me souviens plus du film, tu venais de regarder un film. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu décrirais cette évolution? Je pense que j'ai décidé de me prendre de plus en plus la tête, hein. En fait, chaque évolution, elle est en lien avec un outil technologique, en fait. Quand je commençais, donc les anecdotes de tournage, je trouvais les anecdotes, je filmais direct, je montais sur mon téléphone. Vraiment, ça me prenait même pas 1 heure de l'écriture au poste. Très facile, très rentable. Puis après, j'ai voulu monter en qualité. Donc déjà, j'ai arrêté de faire des anecdotes, j'ai commencé à faire des critiques. Mais pareil, je montais toujours sur téléphone, donc... ça allait relativement vite. Et puis CapCut est arrivé sur mon ordinateur. Et donc j'ai commencé à un peu plus travailler mes vidéos. Ça me prenait 2 heures maintenant. Ça a quand même doublé le temps. Mais j'étais plus contente du résultat et c'était plus professionnel. Et récemment, nouvelle évolution, j'ai découvert les tablettes et les stylets et pour faire des dessins. Et hop, maintenant ça me prend 2h30. Mais en fait, j'aime bien, à chaque fois, ça permet de continuer la création à l'intérieur des vidéos et de pas juste être toi face à la caméra. C'est aussi tout un univers que tu crées autour de la vidéo. Et ça me plaît. Ça me prend plus de temps, mais ça me plaît. Puis tu as aussi tous tes effets sonores, les waouh. Ah ouais, ma passion, ça. Les Mais c'est fou, ça marque vachement les gens, ça. On m'en parle souvent des effets sonores. C'est ce qu'on voit direct, hein. C'est vraiment... Moi, c'est ma passion. C'est la dernière étape avant d'exporter la vidéo. Et vraiment, j'adore. C'est vraiment la dernière chose que tu fais. Ouais, c'est la dernière chose que je fais. J'ai tout mis, il me manque plus que les bruitages. Énorme. Ah, je savais pas que c'était vraiment le dernier truc qui sortait dans le... Ok. Et t'as aussi... alors, tu le fais... Je crois que tu utilises un autre matériel maintenant. Avant, t'avais ton micro que tu mettais toujours comme ça. Tu tenais comme ça. Ouais, j'ai upgrade en qualité. On te voyait bouger avec... C'était très drôle. Au début, j'avais pas de micro. Après, j'ai décidé... Comment j'ai décidé d'acheter des micros? Je sais pas d'où c'est venu. Je me demande si c'est pas quand j'ai dû commencer à faire des interviews. Non, j'avais le micro avant. Enfin, j'ai acheté un micro un jour vraiment qui coûtait 40 balles, t'en avais 2. Il faisait hyper bien le taf par contre, vraiment. Tous ceux qui veulent se lancer, on me demande souvent la référence de ces micros. Ça coûte 40 balles, vous en avez 2. Et vous trouvez ça partout. Mais alors, j'ai dû en acheter 2 fois parce qu'il y a des moments où des fois ça marche plus. Mais... sinon, globalement, ça tient bien. Mais c'est filaire, quoi. T'es relié. Donc moi, je m'en fichais parce que j'étais face à mon téléphone, c'est pas très grave.
Mais quand j'ai commencé à faire des interviews, ça devenait problématique. Même si j'avais 2 micros, ils étaient forcément reliés au téléphone. Et franchement, demander à Mathieu Kassovitz ou Fanny Ardant de tenir les petits micros comme ça, des fois j'étais un peu gênée. Mais donc bon. t'as acheté dernièrement, c'est le wireless que t'as acheté Ouais, chez alors Rode ça fait très peu de temps. Je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est un cadeau d'anniversaire. Donc je l'ai depuis le mois de juillet. Donc ça fait vraiment pas longtemps. Et j'expérimente, c'est beaucoup plus pratique. Déjà, quand moi je fais mes vlogs, quand je pars en festival ou autre, c'est beaucoup plus facile que de brancher le truc, machin, tenir avec le fil qui tend. Pour les interviews, c'est super pratique. Surtout que je peux faire un enregistrement sur le téléphone, mais aussi séparé et relier tout ça après au montage. Donc, et puis je peux me balader aussi dans l'espace. Et j'aime bien des fois faire des vidéos en marchant ou alors où je fais une entrée ou machin. Et je suis pas reliée au téléphone. Donc, c'est pas mal. Mais ça, c'est plus pratique, ça enlève pas de... Non, ça n'augmente pas plutôt le temps par rapport... Oui, c'est vraiment juste de la praticité. Et c'est ce que j'utilise aussi, parce que vraiment, tu es déconnecté de tout. Bah, moi, je mets le micro-cravate, je détache directement le boîtier, je mets le micro-cravate et basta. Et ça enlève pas mal de poids. Mais du coup, on a perdu ce petit élément de DA, de Lala Cinéma, où avant, tu avais le micro qui se baladait. Alors des fois le micro Rode, je le tiens des fois aussi. Des fois je l'accroche, mais des fois je le tiens pour garder ce mouvement. Mais en fait je parle tellement avec mes mains que j'ai commencé à me dire que peut-être ça m'empêche de m'exprimer encore plus avec mes mains, d'avoir le micro. Donc si j'enlève le micro, s'il est accroché à moi, peut-être que mes mains vont d'autant plus s'exprimer. Et elles le font. Ouais. Elles adorent faire ça. On le voit sur les vidéos généralement. Vraiment, je parle avec mes mains. Avant, c'était le micro, maintenant, c'est avec les mains. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment cette évolution. Je trouve que les textes que tu rajoutes, ça crée vraiment un petit truc en plus. Et ça permet de te différencier des autres aussi, créateurs et créatrices cinéma et même autres. C'est dur de se différencier des autres en plus. Ouais. Surtout qu'il y en a de plus en plus, il y en a qui débarquent comme ça. Il y en a beaucoup qui débarquent. Après, c'est dur. Aujourd'hui, je trouve que c'est dur de débarquer. Vraiment, moi, j'estime avoir encore fait partie du moment où c'était encore facile, entre guillemets. Le vrai moment très facile, c'était pendant le Covid. N'importe qui s'est lancé pendant le Covid a percé. Parce que les gens avaient rien d'autre à faire, en fait. Et moi, je l'ai fait un peu après le Covid. Enfin, en tout cas, c'était plus le confinement. Et j'ai senti que c'était encore facile, entre guillemets. Mais le jour où c'est devenu compliqué de percer sur TikTok, ce qui est étrangement, c'est le jour où TikTok a décidé de mettre son programme de créateurs qui rémunérait les créateurs. Parce que du coup, plein de gens sont arrivés sur TikTok en disant on va se faire de la thune trop facilement. Non, c'est pas aussi simple. Mais du coup, ça a mis beaucoup de gens sur le marché tout de suite d'un coup. Et c'est devenu beaucoup plus dur de percer aujourd'hui. En tout cas, en faisant du contenu intéressant. En faisant pas juste du contenu, soit lifestyle, soit de blagues ou de choses comme ça. Oui, de parler vraiment de culture. Moi, en fait, le fait que je suis arrivé, que j'ai testé TikTok et Instagram et tout, c'est quand il y a eu les premières pubs. Avant, j'étais comme toi, j'étais fermé hermétiquement à TikTok. Et un jour, j'ai vu une pub justement pour TikTok et pour dire, regardez, on parle un peu de cinéma. Je me suis dit, pourquoi pas ? Du coup, s'ils sont ouverts au cinéma, j'arrive. Donc mais effectivement, je suis arrivé tard, mais de toute façon, c'est pas vraiment... Et puis, tu as aussi un exemple contraire. Certes, c'est sur Instagram, mais d'ailleurs, bravo, tu as atteint les 10K d'abonnés sur Instagram. Donc, la preuve que tout le monde peut y arriver, même aujourd'hui, même s'il y a du monde, tu as atteint les 10K. C'est aujourd'hui en plus. Aujourd'hui, donc bravo, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça a failli passer comme ça, mais comme quoi, c'est possible, avec du travail, en se différenciant. Alors certes, tu avais une petite base sur TikTok déjà, mais c'est que du travail, quoi. Mais Instagram, en plus, c'est un hyper bon exemple pour le coup, parce que ça fait 1 an que je suis... Bon, on va dire, ça fait 1 an et 3 mois que je suis sur Instagram. Jusqu'à tout début juillet, j'avais 2000 abonnés. On est mi-septembre, j'en ai 10 000. Et il y a une vidéo qui a percé plus que d'autres ? Ouais, il y en a 3 qui ont percé en même temps. Okay. Vraiment, en même temps. Mais je ne sais pas pourquoi. Et c'est lesquelles ? Alors, mais vraiment, c'est des vidéos comme j'en fais plein. Une sur un film. Ouais. Rien de plus, rien de moins que ce que je fais d'habitude. Une qui parlait des films que je conseille. Des films que je pense que vous n'avez jamais vus alors qu'ils sont trop bien. Mais ça, j'en ai déjà fait plein, des vidéos comme ça. Pourquoi celle-là, elle a autant marché ? Je ne sais pas. Rien que cette vidéo-là m'a rapporté 4000 abonnés. Ah ouais. Juste 7 vidéos. Pourquoi, je ne sais pas. Et aussi 5 films d'horreur que vous connaissez pas. Et ces 3 vidéos, elles ont pété en même temps. Et je ne sais pas pourquoi.
je pense, en fait, je connais pas assez bien l'algorithme d'Instagram pour le moment, mais ça peut peut-être être comme TikTok. TikTok, ça arrive d'un coup, une vidéo, elle pète, et t'es genre, pourquoi? Je ne sais pas. C'est manuel. Pour moi, c'est des humains qui décident que Tu telle penses sur vidéo va Instagram? péter. En tout cas, sur TikTok, je le sais parce que même des fois, ils nous proposent de faire des collabs et ils nous disent bah, si vous faites du contenu pour telle chose, on amplifiera la vidéo. Donc, c'est humain, c'est manuel, c'est normal. Mais là, je me suis demandé si Instagram, ça avait pas fait la même chose parce que je comprends pas. En fait, je comprends pas pourquoi, du jour au lendemain, c'est arrivé et comment, en un été, j'ai pris 8000 abonnés. Je comprends pas. Moi, je pense que les deux systèmes sont un peu similaires, en tout cas pour la partie réelle. Je pense que s'il y a un peu de débat, un peu de commentaires, Mm. s'il y a des likes dès les premières minutes, Oui, mais ce sauf genre que de non. choses. Les vidéos dont je te parle, elles ont pété au bout d'une semaine. Ouais. C'est même ok. pas tout de suite que c'est arrivé. Et il n'y a pas eu de commentaires, de choses qui ont Ah non. pu. Après, c'est venu. Après, ça fait effet boule de neige. Ouais. Mais au début, non. Et les premiers jours, une fois que cette vidéo avait pété, je prenais 300-400 abonnés dans la journée. C'était lunaire. Je comprenais pas pourquoi. Des fois, c'est frustrant de pas comprendre pourquoi. Parce que tu te dis, c'est même pas ce que je fais. Parce que je peux faire exactement la même vidéo demain, elle marchera pas comme ça. Donc c'est pour ça aussi que tout à l'heure, je disais ne pas trop faire attention aux statistiques. Parce que c'est tellement le bazar. On peut tellement se noyer et essayer de comprendre des choses. Et au final, c'est pas comme ça. Que tu prends les choses qui arrivent, mais vraiment, forcé de constater que travailler beaucoup et continuer, on n'est pas à l'abri qu'à un moment ça pète, ou que quelqu'un chez Instagram voit ta vidéo et te dise « Ah, ça c'est du contenu qu'on va mettre en avant ». On n'est pas à l'abri en On n'est fait. pas à l'abri de 3 millions de vues, si je dis pas de bêtises, sur Killers of the Flower Moon. Alors ça c'est particulier. Ah, c'est particulier. Ouais, ça compte pas, Killers of the Flower Moon. En fait, ça compte pas parce que c'est une vidéo qui a été amplifiée par les partenariats. En fait, la plupart du temps, si vous voyez un partenariat rémunéré sur une vidéo et que la vidéo fait un très bon score, genre on parle en millions de vues, c'est que la vidéo, elle a été amplifiée par la marque. Et donc, ça compte pas. Enfin, tu l'as pas fait de toi-même. Et en même temps, c'est impossible, sans amplification, de faire un aussi bon score sur un contenu qui est rémunéré. Parce que j'ai l'impression que dès que tu mets que le contenu est rémunéré, de toute manière, on te baisse l'audience directement quand tu publies. Ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Donc non, ça compte pas. Alors, je pense que les plus gros scores que j'ai fait en vidéo par moi-même, c'est des... c'est peut-être un peu plus maintenant, ça fait longtemps que je peux aller voir. Mais la vidéo dont je te parlais, dont j'étais fière, avec le cinéma, alors oui, c'était un contenu rémunéré, donc d'autant plus incroyable, mais il n'a pas été amplifié, le contenu. Et pourtant, je suis arrivée à plus de 600 000 vues sur un contenu rémunéré, pas amplifié. Et ça, c'était ouf. Parce que normalement, les contenus rémunérés, justement, ça a moins de vues. Et ça, c'était un truc de ouf. Et sinon, oui, je pense que mes plus grosses vidéos, c'est autour des 600 000 pour des films. Genre vraiment juste tu parles de film. Et ça m'arrive des fois de me poser la question, vu que je contrôle pas quelle vidéo va marcher, quelle vidéo va pas marcher. Et des fois, quand je vois des petits films qui percent de ouf, je me dis que... Je me pose vraiment cette question de à quel point on a du poids sur les recettes d'un film. Ça, c'est vraiment un truc... Je me pose vraiment la question. Et à quel point, c'est pour ça aussi qu'on se bat un petit peu pour être rémunéré quand on parle de film et quand on nous demande de le faire. Que c'est pas juste en nous filant des jeux concours, que voilà, il faut aussi qu'on puisse être rémunéré pour parler des films parce qu'on a un vrai poids, j'estime, dans la décision, surtout de la jeunesse, à aller au cinéma. C'est quelque chose dont on va parler maintenant pour conclure, si on arrive à conclure. C'est un sujet qui me semble intéressant parce que tu as été, sans le vouloir, mais tu as été l'initiatrice d'un gros groupe de créatrices et de créateurs de cinéma sur Internet. Moi, je ne connaissais pas du tout. Un jour, quelqu'un est venu me voir en MP, il m'a dit hey, tu sais qu'il y a un groupe WhatsApp. Je dis, ah bon? Et j'étais très, très étonné de voir ça. Et très fort, en tout cas, parce que ça nous donne du poids, justement. Et les marques ne le savent pas encore, a priori. Il y en a qui le savent. Il y en a qui le savent, il y en a déjà, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas et qui le découvrent. Qu'est-ce qui a mené à la création et à la pérennité du groupe? Alors, déjà, j'étais étonnée que ça n'existe pas avant. À la base, ce groupe, il a vraiment été créé pour faire une soirée. En fait, c'est parti d'une vidéo que j'ai faite sur TikTok où je parlais de, je sais plus, il devait y avoir une dizaine de créateurs de contenu cinéma que j'incitais à suivre parce que c'est des gens que j'aimais bien suivre. Mais on se connaissait pas, en fait, à ce moment-là. Il y en avait peut-être un ou deux que j'avais déjà vus en vrai, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et puis, il y a un pote à moi qui s'appelle Clément, qui a une chaîne qui s'appelle La Meilleure Soirée, que j'avais cité et qui commente, parce qu'ils se sont tous mis à commenter, c'est très drôle.
et il a commenté go faire une soirée, enfin, un truc comme ça. Et je me suis dit, putain, mais c'est une bonne idée, ça. Donc, j'ai contacté un petit peu toutes les personnes dont j'avais parlé en leur disant, moi, j'aimerais bien qu'un jour, on se voit, qu'on se prenne, je sais pas, qu'on se prenne un verre et puis qu'on se rencontre, quoi. Tout le monde était un peu partant. Donc, comme n'importe qui aujourd'hui, j'ai créé un groupe WhatsApp à la base pour cette soirée. Et puis après, on a fait cette soirée, on s'est rencontrés, c'était trop chouette. Et ce groupe est resté. On a commencé à ajouter de plus en plus de monde. Et aujourd'hui, c'est devenu un groupe qui a, je pense, du poids parce que je me souviens par hasard, lors d'un after-work avec France Télévisions et d'autres créateurs de contenu, j'entends dans une conversation qu'on parle de ce groupe, que des gens de France Télévisions sont au courant que ce groupe existe. Et en fait, je me suis dit que c'était trop bien parce qu'aujourd'hui, on peut avoir du poids. Et quand des marques disent quelque chose à quelqu'un, mais qui disent autre chose à quelqu'un d'autre, en fait, nous, on met en commun et on voit qui se fout de notre gueule. Et c'est pas mal, ça permet d'avoir un vrai poids. Et rien que de pouvoir leur dire, écoutez, moi, je suis en lien avec beaucoup de créateurs de contenu, je sais que vous leur avez dit ça, pourquoi moi, vous me dites ça? Tu les mets tout de suite devant, quoi. Mais ça permet aussi les uns les autres de poser des questions, de se demander si là il y a peut-être une erreur ou est-ce que c'est une arnaque. Ouais, et en plus il y a un peu de tout. Ce groupe il est assez ouvert. Alors il est un petit peu moins maintenant parce que le but c'est pas que ce soit un groupe avec 200 personnes à l'intérieur. Il faut que ça reste assez convivial. Mais il est assez ouvert en fait. T'as des gros créateurs à l'intérieur et t'as des petits créateurs à l'intérieur. Et en fait tout le monde se s'aide et s'entraide sur plein de choses. Et ça permet aussi de se retrouver à des événements. On dit, ouais, qui va voir ça, qui machin. Et ça crée un truc de groupe. Je me rappelle, il y a quelques mois, on avait été invités par TikTok à l'avant-première du Conte de Monte Cristo, qui était faite juste pour nous. On est 30 créateurs. Il y avait beaucoup de créateurs cinéma logiques en même temps, vu que c'était un film. Et en fait, à un moment, on fait le photocall. Et on se dit, mais venez, on fait une photo tous ensemble. Et on était, je pense, une vingtaine à être là et avoir fait une photo. Et j'ai senti à ce moment-là que les équipes de TikTok avaient capté qu'on se connaissait bien. Et en fait, c'était cool. C'est cool d'avoir ce poids-là parce que la création de contenu sur Internet, en particulier sur ce qu'on fait, nous, je trouve que ça fait partie des nouveaux métiers. Tout le monde ne sait pas trop comment les aborder. Et il y a beaucoup de gens qui en profitent en mode, je te demande de parler d'un film et je vais te donner un goodies et tu vas parler du film, tu vas faire venir des gens en salle. Et en fait, voilà, il ne faut pas oublier que tout travail mérite salaire et qu'à partir du moment où tu rapportes quelque chose à une entreprise, c'est normal que tu sois rémunéré pour ça. Mais ça peut mettre du temps à être compris et accepté. Et je trouve qu'ensemble, on a vraiment un poids et je suis trop fière de ce groupe. Je suis même trop fière que des fois, les gens parlent de ce groupe en disant bien que c'est moi qui l'ai créé. Et je trouve ça trop cool parce que à la base, c'était pour une soirée et puis aujourd'hui, c'est devenu tellement chouette. Je suis bien d'accord. mais moi, j'étais très étonné quand on m'a parlé de ce groupe-là. Je me suis dit, waouh, c'est quand même ouf ce qui est possible de créer avec avec ce que l'on fait. Et je suis pas sûr que ça existe beaucoup, des communautés comme ça venant de TikTok, Instagram, qui se créent. C'est quand même assez ouf, quoi. Mais je pense aussi que c'est lié au fait que, en tout cas, la communauté cinéma, je trouve, est très safe et on est très chouette entre nous. Enfin, il n'y a pas de concurrence. Moi, je sais que des fois, il y a certains événements où je suis invitée, où je suis tellement mal à l'aise parce que je suis trop contente d'être là. Je suis toujours trop contente d'être invitée quelque part. Je me dis, mais c'est tellement fou. Mais il y a des gens, je sais pas, leur attitude, c'est vraiment du m'as-tu vu, du moi-je, du je suis le plus beau. Ça se voit même quand ils font les photos au photocall. Et je me dis, voilà, eux, ils font pas forcément du cinéma. Et ça se voit que dans toutes les communautés et toutes les niches, c'est pas le même respect. Il y a pas le même. Il y a beaucoup d'égocentrisme. On peut y avoir beaucoup de. Et je comprends que ça puisse monter à la tête parce que des fois, c'est tellement fou de se faire inviter par des choses où t'es. Mais on est où là? Pourquoi je suis là? Mais c'est important de garder ce truc-là, de dire, mais c'est ouf ce qui m'arrive. Et je trouve qu'en cinéma, on garde ça. Il n'y a pas de... En tout cas, de gens qui sont sur ce groupe. Après, je ne connais pas encore tout le monde, mais il n'y a pas de gros créateurs qui ont la grosse tête ou qui refuseraient de parler à des gens parce qu'ils n'ont pas le même nombre d'abonnés qu'eux. Or, ça arrive des fois dans des événements où il y a des créateurs de contenu divers et variés. Limite, c'est bonjour, t'as combien d'abonnés, quoi? Je sais pas... C'est pas ça la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'avoir ce groupe qui reste safe,
c'est cool. Et moi, ça me fait plaisir quand à chaque fois, si je vais à un événement, que je dis ouais, qui va à cet événement et qu'il y en a d'autres qui me répondent moi, je viens. Ça me fait plaisir parce que je me dis, bah, au pire, même s'il y a des gens où j'ai un peu de mal avec ce qu'ils représentent et qui y sont, bah, il y a des copains qui seront là et je vais passer une bonne soirée. Cet échange a été hyper intéressant. J'étais vraiment, vraiment super content de faire cet échange avec toi pour ce premier podcast. Je vérifie juste que j'ai pas de questions hyper intéressantes que je vais regretter jusqu'à la fin de ma vie de pas t'avoir Oh mon posées. Dieu! Donc je regarde quand même, on sait jamais. Mais en vrai, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ah, il y a ça aussi qui peut être intéressant. Ah, il y en a deux. 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 Bah, ça va. Attends. Trois petits. Il y en a 15. Wow. Oh, il y en a 30. Bon, ça, c'est pas non plus. Est-ce que tu te souviens d'une vidéo qui t'a vraiment pris beaucoup de temps à faire? Une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Ah, c'est dur. Je pense que les vidéos partenariats me mettent plus de temps à faire, genre vraiment beaucoup plus de temps. Bah parce que je m'applique quand même. Il y a de l'argent qui est en jeu, c'est pas juste moi dans ma chambre. Il y a un poids en plus. Il y a un poids en plus, puis c'est des vidéos qui se font valider en amont. Donc forcément, si t'as pas envie de recommencer 15 fois, vaut mieux que ce soit assez clean dès le début. Donc ça, clairement, ça me prend plus de temps. Mais sinon, non, j'essaye toujours de me cantonner à 2 heures, 2 heures et demie, mais parce que sinon, je pourrais pas en faire une par jour. Ce serait impossible. Donc même je me force à ce que ça prenne ce temps-là. Parce que sinon, au secours, j'ai plus de vie. Donc non, en fait, je pense pas. Je pense pas qu'il y en ait pas une vidéo comme ça où vraiment t'as passé un temps infini dessus, c'était encore jamais arrivé. Non. Est-ce que t'as déjà, alors j'imagine que c'est arrivé, est-ce que t'as déjà été reconnu dans la rue? Et quel sentiment ça t'a procuré? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois c'est arrivé? Oui, ça arrive. Ça arrive plus en festival, par exemple, de cinéma. Là, j'étais à Deauville, ça m'est beaucoup arrivé. C'était très drôle d'ailleurs. À Paris, ça m'est arrivé une fois, mais c'est bizarre. Mais sinon, ça m'arrive, mais les gens me le disent après. C'est-à-dire qu'ils m'envoient un message en me disant c'est toi qui étais à tel endroit. Bah oui, c'était moi. Mais ils viennent pas forcément. Après. Alors que des fois, ça m'étonne dans le sens où je vais tout le temps au même cinéma. Vraiment, si tu veux me croiser, tu sais où aller. UGC Les Halles, vraiment. Donc. Je t'ai encore jamais vu, j'y vais aussi régulièrement. Incroyable que ce soit jamais croisé à UGC Les Halles. Mais en festival, ça m'arrive et des fois, ça m'arrive dans des moments un peu drôles. Je me rappelle une fois, j'étais à un festival et je sortais des toilettes, après une projection. J'étais en train de me laver les mains. Et dans le miroir, tu sais, il y avait une queue parce que quand tu sors de projection, voilà, tout le monde va aux toilettes. Dans le miroir, je vois une fille qui me regarde. Et là, j'étais en train de me laver les mains. Et je dis, OK. Et en fait, il y a une de ses copines qui est venue me voir en disant « Oui, excusez-moi, est-ce que vous êtes là cinéma ?» Je dis « Oui, c'est moi. »« Oui, parce que ma copine, elle aime bien ce que vous faites. » Et en fait, c'était trop cool parce que du coup, cette fille, on a un peu discuté. Le lendemain, je lui ai proposé qu'on aille boire un café. On est allé boire un café. Et en fait, c'est des échanges qui sont trop cool. Et en festival, principalement, même là, à Deauville, ça m'est arrivé, j'étais en train de déjeuner. Il y a 2 personnes qui viennent me voir et qui me disent « Oui, on aime beaucoup tout ce que tu fais sur les réseaux et tout. » Et en fait, c'est trop cool. Donc moi, je leur dis, bah, si vous voulez, ce soir, après les projections, on peut aller prendre un verre. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, ça reste du contact humain. Et c'est ça que je trouve cool. Je pense qu'il y a trop d'influenceurs où, voilà, qu'on se côté un peu... je prends de la distance avec les gens qui te suivent. Or, c'est grâce aux gens qui te suivent que t'en es là où t'es aujourd'hui aussi. Donc, moi, j'aime bien ces échanges-là. En fait, je pourrais parler de cinéma absolument tous les jours de ma vie, tout le temps. Donc, rencontrer des nouvelles personnes qui ont aussi cette envie-là, bah, c'est trop cool. Et je pense que c'est un petit peu différent aussi, nous, parce qu'on est vraiment dans de la création... Enfin, on parle de cinéma, donc logiquement, cinéma, on parle. Oui. Les uns les autres. Si tu me parles d'un réalisateur que j'aime bien, on va parler pendant 1 heure. Donc ça aide vachement, tu vois. C'est pas comme des humoristes, ou tu sais, c'est un peu différent. Donc... Et donc, Deauville principalement, la petite expérience avec cette personne dans le miroir. Mais sinon, ça arrive assez rarement finalement qu'on... Ouais, bah écoute, à Paris, c'est pas hyper fréquent. Après, je me dis, ça doit être dur de reconnaître des gens. Enfin, je sais pas comment dire, mais des fois, il y a des gens, tu les vois en vidéo, moi, je les reconnaîtrais jamais dans la rue. Hein, parce que bah, tu restes quand même un peu un personnage en vidéo. Et sinon, c'est plus des gens qui m'ont écrit après en me disant, je crois que je t'ai vu. Aussi, à des séances, ça m'est arrivé qu'ils me disent « Je crois que je t'ai vu à telle séance ». Mais pareil, ils sont pas sûrs à 100% que c'est moi. Donc, ils viennent pas. Mais vraiment, moi, j'ai pas de problème.
N'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas. Tu vas te faire harceler dans tous les sens. On va venir vers toi, on va courir vers toi à chaque séance, ça va être fabuleux. Ah yes. Non, mais en festival, je comprends. Enfin, c'est normal que ça arrive. Enfin, le milieu du cinéma qui est réuni à un même endroit, au bout d'un moment, oui. C'est ça, ouais. Si tu réunis des fans de cinéma, évidemment qu'ils connaissent le cinéma. Qui ne connaît pas le cinéma. Ah, écoutez, j'aimerais bien que tout le monde connaisse. Bon, t'es pas loin. T'as 10 000 abonnés. On est combien d'habitants en France? On est 8 millions, 9 millions, 16 millions, 15 millions, je sais plus. Bah écoute, 10 000 sur Insta, 66 000 sur TikTok. Ouais. Ce qui fait 0,05% de la... Je ne connais pas les chiffres. Bah ouais, non, je suis pas mathématique. Non, je pense qu'on est encore loin. On est encore loin. Mais... On est encore loin. Allez, cette fois-ci, je m'arrête. Cette fois-ci, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Elle sera ravie de répondre par message privé ou alors en commentaire. Voilà, n'hésitez pas, je pense qu'elle sera ravie. Et on va finir donc sur un petit jeu. Ah ouais. C'est pas le jeu du siècle, hein, je t'ai tout suivi. C'est juste des petites questions. Mes petites questions. Je finis comme ça, on est tous les deux. T'es fatigué, tu vas avoir du mal à répondre. Mais le jeu, ça va être de répondre du tac au tac. Ok. Des réponses comme ça. Ça marche. T'es prête? Ouais. Parfois, des questions pas faciles. Okay. Je pense. En tout cas, répondre, des fois, il y a des choses, même moi, j'aurais du mal. Mais par exemple, quel est ton film d'animation préféré? Coco. Le premier film vu au cinéma. Nanny McPhee. Ton actrice ou ton acteur préféré? Emma Stone. Ton méchant ou ta méchante préférée? Le personnage joué par Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada. Oh, j'ai jamais vu. Oh mon Dieu. Je suis désolé. Je regarderai. Je sais même pas si elle est trop méchante, mais bon, je pense que ça rentre quand même. Je regarderai. Et elle n'a pas de nom, Miranda. Miranda. Bon, bah je regarderai. Le film que tu as le plus vu? La La Land. Évidemment. C'est quoi ton film musical préféré? La La Land. Non, à part La Land. Bah, Chantons sous la pluie. À part Chantons sous la pluie. Je lui ai déjà posé cette question en live. Je veux ma réponse. Elle n'a pas été capable de répondre la première fois. Je veux ma réponse. Les Demoiselles de Rochefort. Ok, d'accord, ça va. Les Misérables, meilleur film musical de tous les temps, s'il vous plaît. Vu. Bien. Une scène culte que tu pourrais rejouer par cœur. Que je pourrais rejouer. Rejouer par cœur. Tous les Harry Potter. Eh ben, vas-y, et la moitié de Titanic. Ah non. Ah si. Ah non. Bah. Ah non. Une scène. Ah non, mon Dieu. Non. Harry, tu as encore cassé tes lunettes. Oculus Reparo. Un film que tout le monde aime sauf toi. Shining. Ah Tout d'accord. le monde aime pas Shining. Si, non, parce que même moi, dans ma tête, j'avais inversé. Parce que je me dis, comment est-ce qu'on peut ne pas aimer Shining? Mais Ouais. d'accord, ok. Je comprends. Il n'y a aucun jugement. Un film qui t'a marqué enfant. À part Chantons sous la pluie. À part Chantons sous la pluie. On n'a pas le droit de redire deux fois Ouais, la bah même oui, réponse. je me doute. Alors, attends, dire un autre film qui m'aime. Le film Peter Pan qui est sorti en 2004, qui pour le coup reprend assez bien le conte original sur plein de choses et qui est un film qui m'a fascinée quand j'étais enfant. Je demandais à le louer à l'époque où il y avait des loueurs de DVD très très régulièrement. Et c'est un film qui m'a marqué parce que il est assez noir, mais il touchait à mon conte préféré, qui est Peter Pan. Et en même temps, il y a tellement de magie, les chansons sont magnifiques. Et aujourd'hui, c'est encore un film que je prends plaisir à voir adulte. Mais il m'a beaucoup marqué aussi dans la créativité et dans ce qu'on pouvait faire et dans comment on fait rêver les gens par des films qui sont pas que des films hyper joyeux, qui sont aussi des films noirs, mais qui marchent pour les enfants et pour les adultes. Okay. Je t'encourage à le voir, vraiment, je regarderai, c'est trop bien. je te remercie pour la... Je connaissais pas. Un film plaisir coupable. Les Twilight. Ah ouais, J'aime bien regarder Twilight ça, juste pour le plaisir. Ça, c'est très dur. Alors, pas tous. Je me taperai pas la trilogie pour le plaisir. Mais le premier, ouais, c'est un petit... des fois, je sais pas quoi faire, je me dis, tiens, allez. Moi, je vais t'admettre que c'était un bon souvenir de cinéma. J'avais pas détesté les Twilight. J'avais pas non plus adoré, qu'on se le dise, mais c'est pas des films où je me dis, waouh, quelle horreur, tu vois, c'est ignoble. Ouais. Bon, ce qui est ignoble, c'est d'en avoir fait 5. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas non plus horrible, quoi. Non. Ah, il y a un autre film qui m'a marqué enfant, tiens, j'y pense. Mais moins enfant. Enfin, Peter Pan, c'était vraiment petite. Et un peu moins enfant, genre début de l'adolescence, c'est Hunger Games. C'est encore aujourd'hui un film qui me marque. Quand je le revois adulte, je le trouve tellement intéressant. Ça fait tellement écho avec notre actualité. C'est effrayant, parfois.
Est-ce que tu as déjà vu, alors j'aime pas qu'on compare les deux et je le ferai pas, mais malgré Battle tout, Royale. voilà, tu as déjà vu? Oui, j'ai vu Battle Royale. Mais je préfère quand même Hunger Games Ouais. parce que pour moi, Battle Royale, c'est vraiment très sanglant. Mm. Et après, je l'ai vu qu'une fois. Mais je pense que ça raconte pas du tout la même chose que Hunger Games. Non. Là où Hunger Games, il y a un poids politique beaucoup plus fort que juste envoyer des enfants se faire tuer, quoi. Ah ouais, c'est le problème, c'est un de mes films préférés, malgré tout. Et j'ai découvert d'ailleurs que je partageais le même rêve fou que Quentin Tarantino. Ok. Voilà, quand même, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon du peu. À savoir que mon rêve absolu, si je vivais dans un monde utopique, ce serait de réaliser le remake de Battle Royale. Ok. Donc c'est également son rêve. Il va le faire avant moi. Il connaît la comédienne du premier film. Donc Ok. voilà, il va le faire. Mais parce que le livre va beaucoup plus loin dans l'aspect politique. Et il ramène ça dans un monde un peu futuriste où l'extrême droite, extrême droite aurait pris le pouvoir. Et c'est ça, en fait, peut-être l'élément déclencheur du truc. Et c'est plus intéressant et ça va plus loin par rapport à l'aspect égalité des chances, choses comme ça, se battre pour l'égalité des chances, un truc comme ça. Et le livre est un peu plus intéressant de ce point de vue-là, où le film se contente un peu de la violence et puis basta, quoi. Et c'est marrant parce que justement, là, à Deauville, j'ai vu un film qui a pour l'instant pas de date de sortie. J'ai trop hâte. Qui s'appelle The School Duel. Et déjà, j'ai interviewé le réal qui est juste adorable. Et le comédien principal, c'était trop bien comme rencontre. Et le film, c'était un de mes coups de cœur. Et justement, il y a pas mal d'inspiration Hunger Games, Battle Royale. Mais sur un truc qui est vraiment ancré dans aujourd'hui, où c'est pas de la dystopie. Enfin, on est à un point où ça pourrait arriver. Ouais. Où, le pitch, c'est quand même pour... dans une Amérique future, on a totalement dépénalisé les armes. Genre vraiment, n'importe qui peut en avoir, n'importe quand. Sauf que du coup, les tueries de masse ont augmenté dans les écoles. Pour remédier à ce problème, tous les ans, il y a un truc qui s'appelle The School Duel qui est organisé, où le principe, c'est de mettre dans un champ des enfants qu'on croit avoir des envies de tuerie de masse pour s'entretuer. Waouh, c'est d'accord. hyper intéressant. Politiquement, c'est ultra intéressant. Je connaissais pas ce dernier aspect du pitch. Ça me donne encore plus envie de le découvrir. Et vraiment, sur ce que ça raconte, c'est fou, c'est terrible. Mais en fait, tu te dis... En fait, ce qui est ouf, c'est que quand tu vois le film, tu te dis que c'est pas que ça fait sens, parce que ce serait horrible de dire que ça fait sens, mais tu comprends le raisonnement de pourquoi ils font ça. Et c'est horrible, parce que si tu comprends pourquoi ils en arrivent là, c'est que tu te dis à quel moment ce serait impossible que ça arrive. Et c'est ça qui est flippant. Donc vraiment, c'était mon coup de cœur. Il a eu un prix, donc j'étais contente. Il m'avait donné envie, et j'avais vu tes stories, et je me suis dit, ce film-là a l'air vraiment, vraiment particulièrement intéressant. Je sais pas si tu l'as dit déjà, peut-être il y aura une petite surprise. Ta saga préférée? Ah du coup, en soi... c'est difficile parce que moi, d'instinct, j'aurais envie de dire Harry Potter parce que je l'ai vu tellement de fois que j'ai pas assez de doigts pour compter. Mais aujourd'hui, je pense que c'est peut-être Hunger Games, ma saga préférée, justement. Même avec ce qu'ils font autour encore aujourd'hui. Je trouve ça tellement intéressant de les revoir et de les analyser avec... On va dire que Harry Potter, c'est le truc de l'enfance, mais tu peux difficilement le ramener à quelque chose d'actuel. Ça reste de la fantasy. Hunger Games, on peut plus le ramener à quelque chose d'actuel et qui, du coup, nous touche plus. Donc, je pense que c'est Hunger Games. Je comprends. Ce qui peut-être me gêne un peu dans Hunger Games, c'est la réalisation complètement différente entre Gary Ross et Francis Lawrence. Et je trouve qu'il y a un décalage trop important entre les films. Moi, j'aimais beaucoup la réalisation de Gary Ross tout en le 1 l'épaule. est beaucoup plus intimiste, en fait, que les autres. Je pense que c'est aussi mon préféré, le 1. Même le livre, c'était mon préféré, le 1. Et c'est vrai que la réalisation, elle est différente, mais c'est d'autant plus flippant, le 1, dans le sens où il y a un côté intime, il y a un côté, des fois, un peu documentaire qui est flippant, en fait. Avec une caméra qui ne sait pas regarder, qui a gêné beaucoup de gens, on sait, mais il y a vraiment ce truc-là on est vraiment là-dedans, quoi. Comme si on était nous-mêmes un de ces enfants qui était censé aller se battre. Et je trouve que la même si Francis Lawrence est très très bon réalisateur, il n'y a pas de problème, mais il est peut-être moins... C'était plus dans le spectacle. Ouais. Après, ça allait avec le récit aussi. Pour moi, ça fait sens. C'est vrai que quand on regarde tous les films à la suite, on se rend compte du petit décalage qu'il y a. Mais après, vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre, je trouve. Tout à fait, je suis d'accord. Ton genre de film préféré? Assez compliqué parce que, en fait, dire les films de genre, ça ne veut rien dire.
Un film de genre, c'est quoi? Ça veut rien dire, un Elle est film en de train de genre. m'engueuler là. Vous Non, mais non, parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire que mon genre préféré, c'est le film de genre. Mais ça veut rien dire. En vrai, je pense que le film de genre, ça englobe tout ce qui est bizarre, tout ce qui est étrange. Ça englobe l'horreur aussi, en vrai. Mais l'horreur travaillée. Alors, pas l'horreur à jumpscare, l'horreur avec un scénario horrifique. Et j'aime bien les films de monstres. J'aime bien les films qui parlent de l'homme, mais qui utilisent un autre prisme pour parler de traumatismes sociaux, en fait. Donc le film de genre. Donc les films de genre. Ton dernier coup de cœur au cinéma? De films sortis, parce que... Oui, films sortis. Parce que j'ai eu un coup de cœur hier au cinéma, mais le film sort au mois de novembre, donc ça marche pas. Mon dernier... Tu peux le dire, je pense que le podcast il sortira en novembre. Ok, c'est un film qui s'appelle Prodigieuse. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, je pense que ça va être dans mon top film français, mais parce que ça me touchait aussi personnellement. C'est sur des jumelles qui font du piano à très 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 haut niveau et à qui il arrive un problème, quoi. Et en fait, moi, je suis assez sensible dans le cinéma à l'injustice. C'est genre le truc qui me touche beaucoup. Et quand je vois des personnages qui, en plus, c'est une histoire vraie, qui sont autant confrontés à l'injustice, ça me travaille. Et c'est pour ça aussi que ça me plaît. Donc là, c'est le cas de ce film. Et enfin, on va peut-être terminer sur, pourquoi pas, une séquence géniale dans un film nul. Ouh, une séquence géniale dans un film nul. Oh, alors attends, faut que je réfléchisse à un film nul déjà. Un film vraiment que je trouve mauvais. Oh, on va me faire taper dessus si je dis ça. Parce que moi, j'ai pas aimé le film Wonka, par exemple. Vraiment pas. Aussi parce que je pense que c'était pas du tout ça que je voulais voir. Mais il y a quand même quelques séquences qui sont intéressantes, notamment à la fin, quand il... Je sais pas s'il dessine, mais en tout cas, ça fait un peu un plan comme au dessin, où ça dessine la future chocolaterie, où ça reprend le thème principal de la musique, et j'ai trouvé toute cette séquence très belle et très chouette dans un film que... il est pas nul, je dirais pas qu'il est nul, mais que moi, j'ai pas aimé. Ok. Et on a fait le tour. Oh, waouh. Il me semble que... Bon, peut-être d'autres questions très intéressantes, mais... il faut s'arrêter, quoi, Vincent, à un moment donné. On est bien, là. Elle est occupée. C'est confortable. C'est pas mal, hein. On est bien, hein, On est franchement. bien. Dernière question, mais pas des moindres. Ok. Quels sont tes objectifs à court et à moyen terme? Que ça concerne le cinéma, que ça concerne la création de contenu sur Internet, ou toute autre chose. Peut-être qu'on ne sait pas, mais quels sont tes objectifs? Devenir réalisatrice au sens où vraiment être payée pour faire ça et ne plus avoir à faire un autre travail sur les tournages, ce serait la consécration ultime. Quand j'étais petite, je disais que si un jour mon film il est sélectionné au Festival de Cannes, que j'ai un prix ou pas, on s'en fout. C'est bon, je peux mourir, pas de problème. Et je pense que j'ai toujours un peu gardé cette mentalité-là. Alors, pas forcément le Festival de Cannes, parce que ça, c'est ce que tu apprends quand t'es petit. En réalité, il y a tellement de festivals trop cool où juste aller là-bas en tant que cinéaste, c'est la folie. Mais rien que d'avoir un film de long métrage qui est capable de voyager comme ça et faire une première tournée de film, ce serait même pas... Le tournage, c'est quelque chose, mais après, c'est le moment où tu livres ton film au public. J'ai envie de vivre ça. En fait, je vois ce qu'ils vivent quand je vais en festival et je me dis, mais j'aimerais tellement vivre ça. Peu importe la vie du film, finalement, juste vivre ça, ce moment où tu dévoiles quelque chose sur lequel tu as travaillé pendant des années à des gens. Donc ça, ce serait un objectif ultime. J'aimerais continuer la création de contenu aussi, bien sûr, mais j'aimerais que ça devienne quelque chose de vraiment professionnel, dans le sens où ça fasse partie de mon travail, d'un autre travail. En fait, ça l'est déjà un peu, mais c'est tellement instable que j'aimerais bien avoir quelque chose d'un petit peu plus stable. Je me dis que ça finira sûrement par arriver parce que ça peut que monter, en fait. Ça peut pas vraiment redescendre, je pense. Donc ça, ce serait trop cool. Mais ouais, c'est là où je me vois bien. En tout cas, continuer à faire ce que j'aime et de toujours continuer à faire ce que j'aime, peu importe les contraintes de la vie. Parce que c'est vrai que quand tu fais des métiers comme ça, il peut se passer tellement de choses dans la vie qui peuvent totalement changer. Mais en négatif, mais en positif aussi, en fait. Comme là, le fait qu'on soit en train de discuter, quand on réfléchit, ça tient de rien. Et donc, de voir tous ces effets boule de neige que fait la vie. Il y a une comédienne qui m'avait dit ça sur un tournage et j'aime beaucoup cette métaphore. Elle m'avait dit, Clélia, tu sèmes des petites graines un petit peu partout et après, tu vois comment ça pousse. Et je trouvais ça trop beau, en fait, comme phrase. C'est vrai, c'est un peu ça. Tu plantes des graines un peu partout et au bout d'un moment, ça va pousser. T'as peut-être une graine qui poussera plus que l'autre, mais t'essayes. Merci beaucoup.
C'était, encore une fois, c'était une discussion vraiment, vraiment, je trouve, très enrichissante. Je pense que les gens ont pas mal appris sur toi, sur la création, sur le cinéma. Encore une fois, si vous avez des questions, elle est là. Encore une fois. Je suis là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Ouais, merci, c'est bien. C'était super. Continuez comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, bien entendu, à nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs. Clélia, quels sont tes réseaux, s'il te plaît? Alors, c'est Lala Cinéma sur TikTok et Lala Cinéma Insta sur Instagram, parce que Lala Cinéma, c'était déjà pris. Ah bon? Quelqu'un Ouais. a piqué ton... Ouais, mais quelqu'un qui ne fait pas de contenu depuis 2 ans. D'accord. Mais du coup, comme ça existe déjà, bah ça existe déjà. Ok, et bah moi, vous pouvez me retrouver bien sûr sur Vincent-MLL. Il faudrait que je change ce pseudo un jour qui est particulièrement dégueulasse, mais pour l'instant, c'est encore le cas. Il faut le faire avant d'avoir de la fame, parce qu'après, Eh oui. tu peux plus changer. Hein. Je sais. Mais à chaque fois, je réfléchis, je sais pas quoi mettre comme pseudo, c'est terrible. Bref, abonnez-vous, en tout cas, ce sera marqué partout. Et puis à bientôt, merci beaucoup. Au revoir.